Ce texte a été réalisé pour la chaîne YouTube Romance The Downage Lat. La pluie battait doucement les hautes fenêtres de Renford Hall, comme si le ciel lui-même avait conservé le deuil de la maison. Dans le corridor du premier étage, les tentures noires étouffaient les pas, et l'air sentait encore la cire froide, la laine humide et les fleurs fanées que l'on avait remplacées depuis 3 jours à peine. Eleanor Vail s'arrêta devant la porte du grand cabinet du défunt comte, le cœur plus calme qu'elle n'aurait cru possible, et resserra une seconde fois les doigts sur la petite enveloppe cachetée qu'elle tenait sous son châle. La duchesse douairière, non, la vicomtesse, corrigea-t-elle aussitôt en pensée avec cette exactitude qui était devenue sa manière de tenir debout, lui avait remis ce paquet avant de mourir, en lui disant d'une voix déjà très basse « À mon fils, quand il sera venu, pas avant, et seulement s'il est seul. » Eleanor avait promis. Elle n'avait pas l'habitude de trahir une promesse faite par une femme qu'elle avait vue s'éteindre la main dans la sienne. La porte était entr'ouverte. Elle frappa une fois, puis entra. Le spectacle la prit au dépourvu. Lord Adrian Blackwood se tenait près du bureau de son père, encore vêtu de noir de la tête aux pieds, la cravate mal nouée, les yeux creusés par la fatigue et le chagrin. Sur le tapis vert étaient étalés des registres, des lettres, un seau de cire brisé et 2 plis fermés, dont l'un portait encore le ruban sombre de la maison. Une bougie brûlait près de sa main gauche. Il ne leva pas tout de suite les yeux. « Milord, » dit Éléanore avec une douceur mesurée, « la vicomtesse m'a chargé de vous remettre ceci. » Il leva enfin la tête. Son regard passa sur elle sans chaleur, mais avec cette dure attention que prennent les hommes accablés quand ils n'ont plus la patience d'être surpris. « Vous ?» Le mot tomba comme une pièce de métal sur le parquet. « Oui, milord. » Il se redressa à peine. La couronne de ses cheveux sombres était un peu en désordre, et une petite marque rouge coupait la peau de sa tempe, comme s'il s'était frotté trop violemment après une nuit sans sommeil. « Je n'ai demandé personne dans cette chambre. Qui vous a donné licence d'entrer ?» Le ton n'était pas encore brutal, mais il annonçait déjà l'orage. Éléanore sentit la chaleur lui monter aux joues, non de honte, mais d'une indignation tranquille. Elle avait connu de meilleurs hommes que lui au chevet d'une mourante, et bien d'autres plus polis, qui n'en valaient pas la moitié. « J'ai cru, milord, que l'affaire pressait. »« L'affaire » répéta-t-il, en jetant un regard aux papiers ouverts. « Mon père vient à peine d'être porté en terre, et l'on trouve déjà des gens assez pressés pour fouiller ses écrits. Sortez de ma chambre. » Le silence qui suivit fut si net qu'on entendit le froissement des rideaux contre la vitre. Eleanor n'osa pas soutenir son regard trop longtemps, mais elle ne baissa pas non plus les yeux, comme une servante effrayée. Elle prit une lente inspiration. « Comme vous voudrez, milord. » Elle fit une révérence brève, sans servilité. Puis elle obéit. Elle se tourna vers la porte, les doigts toujours serrés sur l'enveloppe de la vicomtesse. Au passage, son regard s'arrêta une seconde sur les papiers épars du bureau. Parmi des lettres de condoléances et des comptes du domaine, elle aperçut le bord d'un document plié en 3, retenu par un presse-papier d'argent. Le cachet noir y était intact, l'écriture familière. Elle reconnut sans hésiter le pli que la vicomtesse avait gardé dans son secrétaire, puis confié à sa garde, comme on confie une bougie à une personne digne de la porter, sans la laisser s'éteindre. Si elle laissait ce testament sur ce bureau, il serait vu, déplacé, peut-être détruit avant le matin. Éléanore s'arrêta à peine. Comme si elle rassemblait un pan de sa manche, elle avança la main et prit le pli cacheté du bout des doigts. Le geste fut si simple qu'il sembla presque naturel. Elle le glissa contre l'enveloppe qu'elle portait déjà sous son châle, puis poursuivit son chemin. Derrière elle, Adrien se retourna brusquement. Mademoiselle Val. Elle s'immobilisa, la main déjà sur la poignée. « Oui, milord ?» Il montra du menton le bureau. « Laissez ce que vous avez touché. » Elle sentit alors, avec une netteté douloureuse, qu'il ne distinguait pas ce qu'elle avait pris. Il ne voyait qu'une femme entrer sans être annoncée dans la chambre de son père, puis sortit au milieu de ses papiers. À cet instant, elle comprit que, pour le moment,
sa propre réputation était plus légère qu'une plume, et que la sienne, à lui, suffisait à écraser toute nuance. « Je n'ai pris que ce qui n'appartenait pas à la table, milord, » répondit-elle avec la plus grande calme dont elle fut capable. Ses yeux se durcirent. « Ce que vous jugez vous appartenir n'a aucune importance ici. Sortez. » Cette fois, il y avait dans sa voix une froideur définitive. Eleanor inclina la tête une dernière fois et ouvrit la porte. Le corridor était désert, mais à peine eut-elle franchi le seuil qu'une voix suave s'éleva derrière elle, du bout de l'allée, là où les tentures s'écartaient sur la galerie. « Déjà sortie, mademoiselle Val ?» Elle leva les yeux. Basil Harrow se tenait à quelques pas, impeccablement vêtu malgré le deuil, ganté de clair, la moustache soigneusement taillée, l'air de s'être promené là par hasard. Il observait la porte close avec un sourire qui ne parvenait pas à réchauffer son visage. Eleanor referma lentement ses doigts sur le paquet caché sous son châle. « Le comte souhaitait être seul, monsieur Harrow. » Basil inclina la tête, amusé. Son regard glissa, très vite, vers la bosse discrète que formaient les plis sous sa main. « Ah, et vous obéissez si parfaitement. Quelle rare vertu !» Elle ne répondit pas. Elle passa devant lui avec toute la dignité qu'elle put rassembler. Mais son cœur battait désormais trop vite. Parce qu'elle portait le testament. Parce qu'Adrian Blackwood la croyait déjà indiscrète. Parce que Basil Harrow, lui, avait remarqué ce qu'elle cachait. Et parce qu'au fond du corridor, très loin derrière elle, la porte du cabinet s'ouvrit de nouveau, avec fracas. La voix d'Adrian, plus basse et plus coupante encore, lança dans le silence. « Mademoiselle Val, revenez ici. » Eleanor s'arrêta une seconde, sans se retourner. Puis elle serra le pli contre elle et continua d'avancer, avec la sensation très nette qu'en quittant cette chambre, elle venait peut-être de sauver le nom d'une maison ou de condamner le sien. Le lendemain matin, Ranford Hall semblait encore plus vaste que la veille. Les domestiques passaient sans bruit sur les dalles du vestibule. Les rideaux restaient à demi-clos, et l'argenterie du petit déjeuner luisait faiblement dans la salle à manger éclairée par une pluie grise. Éléanor entra la dernière, après qu'on lui eut indiqué une place près de la fenêtre. Elle portait une robe de laine sombre, simple mais bien coupée, et ses cheveux étaient attachés avec une austérité élégante qui la faisait paraître plus digne que bien des dames de naissance. Sous le pli de son poignet, dissimulé dans la doublure de son manchon, reposait encore le testament. Lord Adrian était déjà là, debout près de la cheminée, la main posée sur le dossier de sa chaise, sans paraître vouloir s'asseoir. À ses côtés se tenait sa sœur, Lady Cecily, les yeux rougis, le visage pâle. Plus loin, Basil Harrow feuilletait nonchalamment le courrier du matin, comme s'il eût été chez lui. Adrian leva les yeux dès qu'il l'aperçut. « Mademoiselle Val, dit-il, après le petit déjeuner, vous viendrez à mon cabinet. » Le ton était poli, mais sec et Eleanor inclina la tête. « Comme vous voudrez, milord. » Basil releva aussitôt les yeux. « Tiens donc, dit-il avec un sourire, vous voilà chargé de l'audience du matin ? Je croyais que mademoiselle Val n'était ici que pour assister la famille dans les affaires de la vicomtesse. » Lady Cecily le toisa aussitôt. « Et vous avez donc une opinion sur les charges d'une maison, monsieur Harrow ? Voilà qui est étonnant. » Basil posa une main sur son cœur avec une légère révérence. « J'ai seulement de l'intérêt pour la tranquillité de votre frère, ma chère. Un homme endeuillé a besoin d'un entourage sûr. » Eleanor s'assit sans un mot. La tasse devant elle trembla à peine sous sa main. Adrian ne prit pas part à l'échange. Quand chacun eut à peine touché à son repas, il se tourna brusquement vers elle. « Je voudrais savoir ce que vous êtes venu faire dans le cabinet de mon père hier soir. » La porcelaine de Lady Cecily tinta contre sa soucoupe. Basil cessa de tourner les feuillets. Eleanor sentit aussitôt l'attention de toute la table se poser sur elle. Elle posa sa tasse. « J'ai apporté un paquet remis par la vicomtesse avant sa mort, milord. » « Un paquet ? » « Une enveloppe, scellée. Et le reste de mes papiers. Je n'y ai pas touché. » Basil laissa échapper un petit rire. Quel heureux hasard.
Il semble pourtant que le hasard vous ait conduite fort près du bureau. Eleanor tourna la tête vers lui. J'étais auprès de votre tante au moment où elle me l'a confié. Ce n'est pas un hasard, monsieur Harrow, mais une consigne. Une consigne dont vous vous faites seul juge, j'imagine, répliqua-t-il. On ne confie pas des secrets de famille à une demoiselle de compagnie sans s'exposer à de fâcheuses conséquences. Lady Cecily rougit d'indignation. Vous avez bien de la hardiesse pour parler de la sorte, cousin. Basile haussa les épaules avec grâce. Je parle avec prudence, quelqu'un doit bien le faire. Adrian s'était redressé. Son regard sur Eleanor n'était plus seulement dur. Il était attentif, presque tendu. Où est ce paquet? Elle ne répondit pas tout de suite. Si elle le remettait là devant tous, Basile le verrait avant même qu'Adrian ne sache ce qu'il contenait. Si elle mentait, elle se condamnait. Elle se força à parler. Je le garde jusqu'à ce qu'il soit remis comme la vicomtesse l'avait souhaité. Le silence tomba. Le feu sembla s'enfoncer dans l'âtre. Vous le gardez, répéta Adrien. Oui, milord. Après avoir été trouvé dans le cabinet de mon père, au milieu de ses papiers. Oui. Basile se pencha légèrement en avant, les doigts croisés. Voilà qui est si fort commode. Je comprends l'inquiétude de mon cousin. Un pli égaré, une main trop curieuse, et tout un héritage peut se trouver mal interprété. Seigneur, s'écria Lady Cecily, vous parlez comme si elle avait été surprise à voler des bijoux. Les papiers d'un domaine valent parfois mieux que des bijoux, répondit Basile, avec une douceur venimeuse. Adrian leva une main. Assez. Le mot claqua sans éclat. Chacun se tut. Il marcha jusqu'à la fenêtre, revint vers la table et parla d'une voix plus basse. « Mademoiselle Val, je veux ce paquet dans mon cabinet avant midi. Vous l'apporterez vous-même. » Eleanor sentit la chaleur lui monter au visage. Il ne réclamait pas seulement un objet. Il exigeait sa confiance. « Je l'apporterai, milord, lorsque je serai certaine qu'il sera placé entre des mains honnêtes. » Basile eut un sourire aigu. « Voilà une condition intéressante. Qui, selon vous, est l'honnête personne de cette maison ?» Eleanor leva les yeux vers lui. « Certainement pas celui qui sourit quand les autres souffrent. » Lady Cecily étouffa un rire nerveux dans sa serviette. Adrian, lui, ne sourit pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. « Vous me jugez fort sévèrement, dit-il. Je vous juge prudemment, milord. C'est une différence. » Il la regarda encore un instant, puis se tourna vers le valet. « Laissez-nous. » Les domestiques se retirèrent. Basile se leva aussi, lisse et impatient. « Si je puis me permettre, cousin, plus vous tarderez à éclaircir cette affaire, plus les langues du voisinage seront promptes à s'en charger. Une jeune femme trouvée dans le cabinet d'un mort, un document retenu hors de portée, ce n'est pas la plus heureuse des situations. » Adrien se retourna d'un bloc. Je n'ai pas besoin que vous me rendiez service en me disant ce qui paraît heureux. » Basile inclina la tête, piqué, mais toujours souriant. « Comme vous voudrez. » Il s'éloigna vers la porte avec une aisance trop parfaite pour être innocente. Avant de sortir, il jeta à Eleanor un bref regard calculateur. Quand il fut parti, Lady Cecily posa sa fourchette. « Frère, vous ne croyez tout de même pas qu'elle a pris quelque chose ?» Adrian ne répondit pas tout de suite. Il avait les yeux fixés sur Eleanor. « Je crois, dit-il enfin, que je veux voir ce qu'elle garde avant de décider ce que je dois penser d'elle. » Eleanor se leva lentement. Elle avait perdu la protection de l'anonymat, et toute la salle savait désormais qu'un paquet se trouvait entre ses mains. Mais dans le regard d'Adrien, il y avait aussi autre chose que la suspicion. « Très bien, milord, dit-elle, alors je viendrai à votre cabinet, mais pas seul. » Son frère ne bougea pas. « Qui voulez-vous pour témoin ? Votre sœur, si elle veut bien. » Lady Cecily se redressa aussitôt. « Bien sûr que je veux. » Et dans le silence qui suivit, Eleanor comprit qu'en refusant de se laisser isoler, elle venait de se donner une alliée et de forcer le nouveau comte à la regarder autrement. Le cabinet du comte était plus froid que la salle à manger, comme si les murs eux-mêmes se méfiaient encore de ce qui s'y disait. Le feu brûlait à peine dans l'âtre, et une odeur de cire, de cuir et de papier ancien flottait au-dessus du bureau encombré.
Adrian avait fait disposer 2 chaises face à la fenêtre, et Lady Cecily s'était installée avec le sérieux d'un juge, les mains croisées sur ses genoux, prête à observer la moindre inflexion de voix. Eleanor entra la dernière, tenant le petit paquet contre elle. Adrian se tenait debout derrière son fauteuil. Il ne lui demanda pas d'approcher tout de suite. Il regarda d'abord l'enveloppe, puis son visage, comme s'il cherchait à distinguer en elle la hardiesse de la faute ou la retenue d'une personne honnête. « Posez-le sur la table, dit-il enfin. Eleanor s'avança et défit le châle qui enveloppait le pli. La lumière grise tomba aussitôt sur le ruban noir, sur le cachet de cire devenu presque mat avec la nuit, et sur l'écriture fine, un peu penchée, qu'Adrien reconnut d'un seul coup. Il se raidit. Lady Cecily se pencha en avant. « C'est l'écriture de mère, n'est-ce pas ?» Adrien ne répondit pas. Il prit l'enveloppe entre 2 doigts, comme si elle avait été trop fragile pour la rudesse de ses mains. Son visage, jusque-là fermé, se modifia très légèrement. « Elle a bien écrit cela elle-même ?» demanda-t-il d'une voix basse. Eleanor inclina la tête. « Oui, milord. Elle m'a demandé de le garder et de vous le remettre quand vous seriez seul. Et vous avez choisi, de votre propre chef, de garder aussi autre chose. » Le mot avait gardé sa sécheresse, mais il n'était plus aussi accusateur qu'au petit déjeuner. Eleanor soutint son regard. « J'ai choisi de ne pas laisser ce que j'avais promis à la vicomtesse sur le bureau, où un autre homme aurait pu le trouver avant vous. » Lady Cecily leva les sourcils. « Un autre homme? Vous parlez de cousin Basil ?» Basil n'était pas là, mais son ombre semblait déjà prendre trop de place dans la pièce. Adrian rompit le seau avec précaution. Le fin craquement de la cire sembla presque sonore jusqu'au fond du couloir. Il déplia une feuille et lut en silence. À mesure que ses yeux descendaient les lignes, la tension de ses épaules changea. Puis il lut une seconde fois. « C'est bien son écriture, » murmura-t-il, « et sa formulation. » Il tendit le papier à sa sœur. Lady Cecily lut à voix basse, puis porta une main à sa bouche. Elle vous demandait de ne remettre certaines lettres qu'au notaire et de ne rien signer avant d'avoir vérifié le codicille de ton père. Le silence qui suivit prit une autre qualité, moins hostile, plus inquiet. Adrian posa la feuille sur le bureau. Il y a donc bien un codicille. Eleanor sentit sa gorge se serrer. Voilà donc ce qu'avait craint la vicomtesse. Pas seulement une dispute de succession, mais un homme capable d'en égarer la trace. Et c'est... Adrian se tourna vers elle. « Pourquoi ne pas m'avoir dit cela hier soir ?» La question était plus sobre, plus dangereuse aussi, parce qu'elle ne contenait plus d'accusations précises. Elle demandait de la vérité. Parce qu'on ne parle pas d'un mort qui vous a fait confiance au premier homme qui vous traite de voleuse, milord. Lady Cecily baissa les yeux pour dissimuler un sourire fugitif. Adrian, lui, ne sourit pas. Il passa la main sur son visage comme un homme fatigué par trop de responsabilités. « Vous m'en voulez à juste titre, » dit-il. Eleanor était si surprise qu'elle ne répondit pas tout de suite. À travers la vitre, elle voyait la pluie tracer ses fils réguliers sur le parc. Dans la pièce, la présence d'Adrian se faisait moins tranchante. Il semblait soudain plus jeune, ou simplement moins défendu. Avant qu'elle ne puisse choisir ses mots, un léger coup fut donné à la porte. « Entrez, » dit Adrien. Madame Pritchard apparut, droite comme un fuseau, avec son tablier bien repassé, et ses lunettes suspendues à une chaîne de cuivre. Elle considéra la scène d'un regard bref et averti. « Vous m'avez fait demander, milord. » Adrien se tourna vers elle. « Oui. Dites-moi, moi si la vicomtesse recevait souvent mademoiselle Val, en particulier, dans ce cabinet. » La vieille gouvernante eut un petit mouvement de tête. « Tout souvent, milord. Quand madame n'était pas trop faible, elle aimait dicter à mademoiselle Val les lettres qu'elle ne voulait pas laisser à la main d'un secrétaire. Et quand elle était trop faible pour dicter, elle demandait à mademoiselle Val de ranger elle-même les papiers qui devaient rester clos. Basile n'était pas nommé, mais son ombre grandissait encore. « Pourquoi elle ?» demanda Adrian,
et cette fois sa voix avait moins de dureté que d'étonnement. Madame Pritchard posa ses lunettes contre ses plis d'étoffe. Parce que mademoiselle Val lit vite, écrit net, et se tait quand il le faut. Ce n'est pas si commun, milord. Eleanor sentit une chaleur inattendue lui monter aux joues. Ce n'était pas de l'embarras, mais la surprise d'être décrite sans flatterie, et pourtant avec respect. Adrian fit quelques pas vers la fenêtre. Son reflet pâle se superposa un instant au jardin gris. « Ma mère vous faisait donc confiance », dit-il à mi-voix, plus pour lui-même que pour elle. Eleanor resta silencieuse. Il se retourna. « Et vous, mademoiselle Val, avez-vous découvert ce testament avant ma venue dans la chambre ?» Elle hésita. Non par malice, mais parce qu'elle comprenait qu'une vérité trop rapide pouvait encore lui nuire. Lady Cecily, qui suivait la scène avec une attention brûlante, se pencha un peu vers elle, comme si sa présence pouvait la soutenir. « Oui », répondit enfin Eleanor. « La vicomtesse me l'a montré avant sa mort. Elle m'a dit que votre cousin ne devait pas le trouver avant vous. » Le nom de Basile ne fut pas prononcé, mais tout le monde l'entendit derrière les mots. Adrian serra les mâchoires. Alors il savait qu'il y avait un document. « S'il ne le savait pas déjà, il l'a deviné, milord, » dit Mrs. Pritchard. « Depuis 15 jours, il pose trop de questions pour un homme de pure compassion. » Cette fois, Lady Cecily se redressa d'un coup. « Je l'ai toujours trouvé trop empressé d'être utile. » Adrien posa les 2 mains à plat sur le bureau. Le bois craqua légèrement sous la pression. « Bien. » Ce mot, à peine murmuré, avait la force d'une décision. Il leva les yeux vers Éléanor. Plus froid, il l'était moins. Plus attentif, assurément. « Je vous ai mal jugé hier soir, » dit-il. « Si ma mère vous a confié ce qu'elle n'a confié à personne d'autre, alors vous n'êtes pas une intruse dans cette affaire. Vous êtes probablement la seule personne dans cette maison qui n'essaie pas de profiter du deuil. » Eleanor aurait voulu répondre quelque chose d'également mesuré, mais la simplicité de ses mots l'atteignit plus qu'elle ne l'aurait admis. Elle inclina seulement la tête. « J'ai fait ce qu'il fallait, milord. »« Oui, » dit-il après un instant. « Et moi non. » Il prit le testament, puis le posa à nouveau sur le bureau comme on déposerait un objet précieux qu'on a enfin appris à ne pas brusquer. La pluie cessa un moment, et dans le silence qui suivit, Adrian regarda la jeune femme qui se tenait face à lui, avec une dignité si tranquille qu'elle en devenait presque déroutante. Il la voyait encore comme une demoiselle de compagnie, une dépendante de la maison, mais plus seulement comme cela. Il y avait chez elle quelque chose de sa mère, peut-être, dans cette manière de garder un secret, sans le prostituer à l'ambition des autres. Et pour la première fois depuis son retour à Renford, il eut l'impression très nette qu'elle était de son côté, non par convenance, mais par loyauté. Le matin suivant fut plus clair, mais la lumière n'avait rien de tendre. Un soleil blanc, froid, glissait sur les pelouses détrempées de Renford Hall, et les roues de la voiture emportaient déjà vers la grille une traînée de boue brune. Adrian attendait sur le perron, le manteau gris jeté sur les épaules, le chapeau à la main. Eleanor le trouva si parfaitement maître de lui qu'il lui sembla presque étrange de se souvenir de l'homme sec et blessé qu'il avait congédié de sa chambre 2 jours plus tôt. Il lui ouvrit lui-même la portière. « Entrez, mademoiselle Val, nous allons chez Fenwick. » Elle hésita une seconde, le temps de poser le pied sur le marchepied. Il n'avait pas ajouté « si vous le voulez bien ». Pourtant, sa voix était plus contenue qu'impérieuse. Elle s'installa en face de lui, la robe soigneusement disposée autour d'elle, ses mains jointes sur un petit manchon sombre. Quand la voiture se mit en marche, le roulis fit crisser les ressorts, et le silence qui suivit leur départ fut plus étroit encore que le compartiment. Adrien détourna d'abord les yeux vers la vitre. Au dehors, les haies ruisselaient, les arbres du parc se tordaient dans le vent léger, et des paquets de nuages filaient au-dessus des champs. « Je vous ai fait venir pour une raison précise, » dit-il enfin. « J'en doutais à peine, milord. » Un soupçon de douceur passa dans son visage, si bref, qu'elle se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. « Vous avez lu l'enveloppe de ma mère avant que nous la découvrions ensemble. »
reprit-il. Vous avez aussi su reconnaître le codicille sans l'ouvrir devant moi. Je veux savoir comment. Eleanor soutint son regard. Elle aurait pu se retrancher derrière le secret, mais quelque chose dans cette voiture close, dans sa fatigue visible, lui inspira une réponse plus franche qu'elle ne s'y attendait elle-même. Votre mère me faisait copier ses lettres quand elle voulait épargner sa main. Elle me montrait aussi comment elle rangeait ses papiers, parce qu'elle détestait dépendre des hommes qui prétendaient tout classer à sa place. Il l'écoutait sans l'interrompre. « Et le codicille » demanda-t-il. Elle avait coutume de dire que les documents importants dorment rarement avec les autres. Ils sont pliés à part ou glissés dans un livre auquel personne ne pense. Adrian la fixa une seconde, puis baissa les yeux vers ses gants. « Voilà donc votre méthode. » »« Ce n'est pas une méthode, milord, c'est de l'attention. » Cette réponse lui fit relever la tête. Il y eut dans ses yeux quelque chose d'assez direct pour la mettre, elle, un peu mal à l'aise. « J'en conviens, » dit-il, « et je n'ai pas été attentif. » Le mot était simple, mais il avait le poids rare d'un aveu. La voiture prit un tournant et laissa derrière elle le parc de la maison pour gagner la route du village. Au passage, des enfants s'écartèrent dans la boue, ôtant leurs casquettes avec un respect appris tôt. Eleanor les vit, puis regarda Adrien. Un homme qui possédait tout cela et qui semblait, malgré tout, ne pas savoir encore comment le garder. « Monsieur Harrow vous a déjà parlé du testament ?» demanda-t-elle. « Pas en ces termes. Il a surtout parlé de prudence, de réputation et de la nécessité d'éviter les complications. » Eleanor eut un petit sourire sans joie. Les hommes qui prononcent trop souvent le mot prudence cachent souvent un appétit. Adrian tourna légèrement la tête. « Vous le croyez capable de quoi ?» Elle hésita, choisit ses mots avec soin. De voir d'abord ce qu'il peut obtenir, puis de décider quel visage lui donnera le meilleur prix. Adrien ne répondit pas tout de suite. La voiture roulait maintenant entre deux haies basses, et le bruit des roues emplissait l'espace. Enfin, il dit, d'une voix plus basse, « Vous le connaissez mieux que moi, il semble. Je ne le connais pas mieux, milord. Je suis seulement moins disposé à lui trouver des excuses. » La réplique aurait pu paraître hardie. Elle ne le fut pas. Elle sonna juste. Adrien la regarda encore, puis étendit la main vers la banquette opposée, où un léger pli de drap menaçait de glisser sous la vitre ouverte. Sans un mot, il tira le rideau un peu plus près d'elle pour la protéger du vent. Le geste fut si simple qu'il lui fit plus d'effet que les paroles. Ils arrivèrent à la ville un peu avant midi. Le cabinet de M. Fenwick occupait le premier étage d'une maison étroite, au-dessus d'une boutique de papier peint. Dans la pièce basse et bien rangée, l'odeur des registres chauffés par le poêle se mêlait à celle de la poudre d'encre. Fenwick, l'œil vif derrière ses lunettes, se leva aussitôt. « Milord, mademoiselle Val, je suis honoré. » Adrian ne prit pas le temps des politesses. « Vous avez demandé à voir le testament de mon père. Il y a donc un problème. » Le solliciteur joignit les doigts. « Un seul, et d'importance. J'ai reçu il y a 15 jours une visite de M. Harrow. Il prétendait s'inquiéter d'un ancien arrangement familial et cherchait à savoir si le défunt comte avait ajouté quelques clauses avant sa dernière maladie. Lady Cecily, qui les avait accompagnés à la demande expresse d'Adrian, laissa échapper un petit bruit indigné. « Je le savais !» Fenwick inclina la tête sans la regarder. « Je n'ai rien révélé, mademoiselle, mais il m'a semblé trop curieux pour un homme sans arrière-pensée. » Adrian s'appuya une main sur le dossier d'une chaise. A-t-il demandé autre chose? Les dates de certains sceaux, et s'il existait une copie du testament plus récente que celle détenue dans l'étude. Eleanor sentit Adrian se raidir à côté d'elle. Basil savait donc qu'un document plus récent avait existé. Il n'était pas seulement suspect. Il préparait quelque chose depuis le début. Fenwick poursuivit. J'ajoute qu'une ligne du dernier inventaire a été grattée dans le registre privé du comte. Rien d'irréparable, mais quelqu'un a tenté de faire disparaître une mention de l'armoire de la défunte vicomtesse. Eleanor leva vivement les yeux. L'armoire a 3 tiroirs dans sa chambre. Fenwick la considéra avec surprise. Vous la connaissez?
Oui. Le second tiroir coinçait toujours sur la gauche. Adrien tourna aussitôt la tête vers elle. « Vous êtes sûr? »« Très sûr, milord. Votre mère cachait dans le fond les papiers qu'elle ne voulait pas voir touchés par des mains étrangères. » Il y eut dans son regard une lueur nette, presque soulagée. Cette fois, il ne la voyait plus seulement comme une jeune femme courageuse, mais comme une personne qui savait où chercher. « Alors nous irons là-bas dès notre retour, » dit-il. Fenwick s'éclaircit la gorge. « C'est si je puis me permettre, milord. Il serait sage de ne pas retarder davantage. Certains documents sont faits pour être retrouvés avant que d'autres ne les cherchent. » Adrien acquiesça une fois. Puis il se tourna vers Eleanor. Et le mouvement était différent de ceux qu'il avait eus jusqu'alors. Il ne lui parlait plus comme à une témoin qu'il fallait entendre, mais comme à une alliée qu'il fallait associer. « Mademoiselle Val, dit-il, voulez-vous venir avec moi dans la chambre de ma mère lorsque nous rentrerons, pas pour me servir, pour me montrer ce que vous savez. » Le cœur d'Eleanor battit plus fort. Il n'y avait là ni galanterie ni promesse, seulement une confiance offerte à voix haute devant une troisième personne. Et cela valait davantage qu'une flatterie. Lady Cecily sourit franchement. « Voilà qui est bien dit, frère. » Adrian ne quitta pas Eleanor des yeux. « Vous accepterez ?» Elle prit une seconde avant de répondre, consciente qu'en disant oui, elle ne rentrerait plus tout à fait dans l'ombre. « Oui, milord. » Et pour la première fois, il ne lui demanda pas de sortir de la pièce. Le dîner fut annoncé à 8 heures, et d'emblée, Eleanor sentit que rien, dans cette soirée, ne serait vraiment simple. La maison avait été remise en ordre avec cette rigueur excessive que prend le deuil quand il veut dissimuler ses nerfs. Les chandeliers brûlaient bas sous leurs abat-jours de cristal. La table allongée portait des fleurs blanches trop nombreuses, et les visages des invités paraissaient plus pâles encore dans la lumière douce. On avait convié quelques voisins, un chanoine de la cathédrale, une vieille tante du comte, et 2 dames du rang qui venaient, sous prétexte de compassion, mesurer la fortune des autres. Eleanor, invitée parce qu'elle demeurait au service de la défunte vicomtesse, avait espéré rester discrète à l'extrémité de la table. Mais à peine s'était-elle assise qu'elle comprit que Basil Harrow avait autre chose en tête. Il avait pris place presque en face d'elle, sans paraître y penser, et jouait avec son verre comme s'il attendait l'instant précis où l'on pourrait le déranger. Lady Cecily, à sa droite, lui adressait de temps à autre un regard d'encouragement si visible qu'il en devenait presque un défi. Adrian, au haut bout de la table, semblait plus fermé encore que d'ordinaire, mais Eleanor remarqua qu'il la regardait souvent, sans insistance, comme si son attention revenait, malgré lui, à l'endroit où se trouvait le danger. Le potage venait à peine d'être servi lorsque Basil leva sa voix douce. « Et j'ai pensé, dit-il, que nous devrions remercier mademoiselle Val de sa patience. Tout le monde n'aurait pas supporté la tristesse d'une maison de ce rang avec autant de constance. » Quelques sourires polis circulèrent autour de la table. Eleanor baissa les yeux vers son assiette, mais elle sentit déjà la pointe du mot rang. Basil continuait en s'adressant à la tante du comte, une dame sèche au nez très droit. Il est rare, n'est-ce pas, qu'une jeune personne de condition modeste trouve sa place si près des affaires d'une famille noble. Cela suppose beaucoup de confiance ou beaucoup d'audace. La dame fit un petit bruit approbateur, comme si l'observation lui plaisait. Lady Cecily se raidit. « Monsieur Harrow, dit-elle, vous semblez bien soucieux des places de chacun ce soir. » Basil sourit à peine. « Je suis simplement soucieux de l'ordre. Lorsqu'une femme sait où sont conservés certains papiers, il est naturel de se demander qui lui a appris à les reconnaître. » Eleanor posa sa cuillère. Le silence qui suivit fut si net qu'on entendit l'un des domestiques reculer un plat d'un pas discret. « Si vous insinuez, monsieur Harrow, répondit-elle d'une voix calme, que je ne puis distinguer une lettre d'une facture sans votre aide, vous me faites plus d'honneur que je n'en mérite. J'écris les comptes de madame depuis 3 ans. » Basil inclina la tête, faussement charmé. « Et vous les lisez aussi ?» Cette fois, l'attaque était plus claire. Le chanoine détourna les yeux avec gêne. L'une des dames
releva les sourcils. Adrian posa lentement sa serviette. « Monsieur Harrow, dit-il. » Le ton était bas. Basil se tourna vers lui avec une expression de parfaite innocence. « Mon cher cousin, je vous conseille de ne pas confondre la curiosité avec la bienséance. » Un frémissement parcourut la table. Basil sourit davantage. « Vous me prêtez des intentions que je n'ai point. Je m'inquiète seulement de la manière dont certaines personnes se retrouvent mêlées à des affaires de famille. Il est difficile, à vrai dire, de distinguer un service rendu d'un intérêt personnel. » Cette fois, Lady Cecily se redressa d'un mouvement vif. Voilà une chose singulière à dire, après avoir posé tant de questions au solliciteur de mon frère. Basil tourna la tête vers elle, toujours poli, mais un peu moins sûr de lui. « Vous vous trompez, ma chère. Je ne faisais que m'assurer que tout allait dans le meilleur ordre. » Adrian ne le quitta pas des yeux. « Vous avez vu Monsieur Fenwick ?» Le cousin haussa les épaules. « J'ai passé une visite de courtoisie, rien de plus. » « Et pour quel motif ?» Basil prit une cuillerée de soupe, l'avala avec lenteur. Le tome 2, on a parlé d'anciens documents. Le devoir d'un parent attentif est de s'assurer qu'aucune confusion ne trouble la maison au moment le plus délicat. Eleanor sentit, avant même qu'Adrian ne réponde, que cette phrase lui était destinée. Il ne parla pas tout de suite. Puis il se leva à demi, les mains posées sur le bord de la table. « Mon père est mort il y a moins d'une semaine, dit-il. Ma mère l'avant lui, et nous sommes réunis ici pour prier pour eux, non pour mettre en doute le courage ou l'honneur de ceux qui les ont servis. Si vous avez quelque chose à dire sur mademoiselle Val, dites-le directement, ou taisez-vous. » Le souffle manqua presque à Eleanor. Dans la salle, plus personne ne remuait son couvert. Même les bougies semblaient immobiles. Basil soutint le regard d'Adrien un moment de trop. Puis il sourit, mais ce sourire avait perdu sa facilité. « Vous êtes bien prompte à sa défense, cousin. »« Je suis prompte à défendre ce qui est juste. » La réponse tomba sans éclat, mais elle était définitive. La vieille tante remua sur sa chaise. « Eh bien, dit-elle d'une voix sèche, il me semble qu'une jeune femme qui a servi une dame mourante mérite au moins d'être épargnée des sottises de table. » Le chanoine approuva d'un léger hochement de tête. Lady Cecily ne put retenir un petit sourire de victoire. Basil, voyant la table lui échapper, se tourna vers Eleanor avec une courtoisie trop lisse. « Je crains, mademoiselle, que mon intérêt ait été mal compris. » Eleanor le regarda enfin tout à fait. « Je n'en doute pas, monsieur Harrow. » Il y eut, autour de la table, un souffle de soulagement discret, comme si l'on venait d'éviter une vraie scène. Mais le mal était fait pour Basil. Plusieurs regards s'étaient tournés contre lui, et ce simple mouvement avait plus de poids qu'une accusation formelle. Le reste du dîner se déroula sans éclat. Adrien parla peu, mais quand il s'adressa à Eleanor, ce fut avec un soin nouveau, presque visible. Il lui demanda son avis sur les jardins d'hiver de la vicomtesse, puis sur les serres du sud, et même la tante du comte, qui s'était d'abord montrée la plus réservée, l'écouta répondre avec cette précision tranquille, qui ne cherchait jamais à se faire valoir. Lorsque le repas toucha à sa fin, et que les domestiques commencèrent à desservir, Adrian se pencha légèrement vers elle. « Vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas être prise pour une femme à mépriser, » murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui. « Oui, milord. Ce soir, vous ne l'avez pas été. » Ce n'était pas une grande déclaration, pas encore. Mais dans une maison où tant de choses se chuchotaient, la phrase avait sa valeur. Eleanor en sentit le poids plus sûrement qu'un compliment. Basil, de l'autre bout de la table, observait cette conversation, avec une immobilité que ne démentait qu'un léger durcissement de la mâchoire. Il avait perdu une bataille, et chacun l'avait vu. Quand Eleanor se leva enfin, Lady Cecily lui toucha discrètement le bras en passant. « Vous avez été parfaite, » murmura-t-elle. « Je n'étais pas venue pour être parfaite, » répondit Eleanor à voix basse. « Tant mieux. Cela aurait été ennuyeux. » Pour la première fois depuis son entrée dans la maison, Eleanor quitta la salle à manger en sachant qu'au moins une partie des regards de Renford Hall ne la soupçonnait plus seulement. Et derrière elle,
Elle sentit très nettement qu'Adrian Blackwood venait de choisir, devant témoins, de la placer à son côté plutôt qu'à sa merci. L'après-midi était tombé doucement sur Renford Hall, et la pluie de la veille avait laissé dans l'air une fraîcheur claire qui rendait les vitres de la serre presque lumineuses. Eleanor y entra pensant qu'elle n'aurait pas dû s'y trouver seule avec le comte, et pourtant c'était lui qui l'avait fait demander, d'une manière assez brève pour qu'elle n'osât refuser. La serre était longue, étroite, pleine de chaleur humide et d'odeurs vertes. Les feuilles luisantes des lauriers roses frôlaient les allées de sable. Les orchidées suspendues tremblaient dans l'air tiède. Et quelque part plus loin, un jet d'eau tombait avec un bruit régulier dans une vasque de pierre. Adrian se tenait au fond, près d'un banc de fer, sans manteau cette fois, en chemise sombre et gilet de laine, les manches légèrement retroussées, comme s'il avait voulu s'occuper lui-même des jardinières. Cette simple différence le rendait plus humain à ses yeux, et cela la troubla. Il tourna la tête lorsqu'elle s'approcha. « Vous êtes venu, dit-il. Vous m'avez fait demander, milord. » Il eut presque un sourire. « C'est vrai. J'avais oublié que c'était encore une raison suffisante ici. » Elle baissa les yeux vers un petit pot d'oranger posé près de lui. « Si vous me faites venir pour me railler, je puis repartir tout de suite. »« Non, restez. » Il lui désigna le banc, puis s'assit à une distance convenable. Le silence de la serre n'était pas celui de la maison. Il y avait là quelque chose de plus vivant, comme si les feuilles mêmes écoutaient, sans juger. Adrian prit une paire de ciseaux de taille fine posés à côté de lui et coupa une branche sèche d'un geste sûr. « Ma mère aimait cette serre, dit-il. Elle disait que les plantes étaient plus honnêtes que la plupart des gens. » Eleanor effleura du bout des doigts une feuille de gardénia. Elle n'avait pas tout à fait tort. Vous aussi, vous aimez les choses qui restent nettes et vraies. La question était simple, mais sa voix la rendait inattendue. Eleanor le regarda. J'aime les choses qui tiennent, sans avoir besoin d'être admiré. Adrien baissa les ciseaux. Voilà une réponse que ma mère aurait aimée. Puis il ajouta d'un ton plus bas, « Dites-moi ce qu'elle faisait ici, avec vous. Pas les lettres, pas les papiers. Elle-même. » Eleanor eut un mouvement de recul intérieur. Il ne lui demandait pas la succession. Il lui demandait sa mémoire. Elle venait souvent ici l'après-midi, quand sa santé le permettait. Elle ne supportait pas d'être portée de pièce en pièce, comme une relique. Alors elle s'asseyait sur ce banc-là, près des géraniums, et me faisait lire à haute voix les lettres de remerciement qu'elle ne voulait pas laisser sans réponse. Il observa le banc vide. Elle vous faisait donc confiance pour sa voix. Oui. Et vous, lui faisiez-vous confiance? Eleanor hésita un instant, puis répondit, « Oui, milord. Plus qu'à beaucoup de gens qui me parlaient davantage. » Adrian posa les ciseaux, puis se tourna légèrement vers elle. « Dont moi, par exemple ?» Elle soutint son regard. « Oui, vous, surtout. » Il reçut la réponse sans se défendre. Il inclina seulement la tête, comme un homme qui accepte qu'on lui dise une vérité déplaisante. « Je l'ai mérité. » Eleanor sentit dans cet aveu quelque chose de plus dangereux que la colère. La confiance, pensa-t-elle, se voyait mieux quand un homme cessait de se cacher derrière son rang. Une femme de chambre entra alors par la porte de verre, portant un petit seau de cuivre. En voyant le comte et Eleanor si près l'un de l'autre, elle s'arrêta une seconde. Adrian la remarqua. « Laissez cela près du figuier, » dit-il. La jeune servante exécuta l'ordre, puis repartit avec une révérence discrète. Mais le léger trouble de son regard n'échappa ni à Eleanor, ni à Adrian. Une vérité muette venait de se glisser dans le service de la maison. On les voyait. Eleanor se redressa un peu. « Il vaut peut-être mieux que je m'en aille. » Adrian ne répondit pas tout de suite. Il ramassa une feuille morte et la froissa entre ses doigts. À cause des regards, à cause des langues. Elle parle déjà. Je le sais. Et cela vous importe? La question la prit de court. Elle hésita, puis répondit avec la franchise qui lui coûtait toujours un peu. Oui, parce qu'on ne détruit pas seulement une réputation. On ferme des portes, on retire des invitations, on laisse entendre que vous avez voulu quelque chose d'indigne. Il se leva très lentement et vint se placer près d'elle sans la toucher.
Et si je vous disais que je me moque des portes qu'on me ferme ?» Elle releva la tête. « Vous pouvez vous le permettre, moi non. » Il la regarda, et quelque chose dans ses yeux changea encore. « C'est vrai, dit-il. C'est précisément pour cela que votre nom importe davantage que le mien. » Elle sentit son souffle se suspendre. « Ma place n'est nulle part, milord. » Le mot sortit plus nu qu'elle ne l'aurait voulu. Adrian ne répondit pas tout de suite. Il leva la main vers une branche de jasmin, puis l'abaissa sans l'accueillir. « Alors je vais être plus clair. Je ne veux pas que l'on vous chasse de cette maison à force d'insinuations, pas tant que je serai le maître ici. » Elle le fixa, surprise et troublée. « Vous ne pouvez pas vous battre contre tout le voisinage pour une demoiselle de compagnie. » « Si. » Le mot tomba net. « C'est une folie. » « Peut-être. » Il s'approcha encore, assez près pour qu'elle voie la fatigue sous sa réserve, l'obstination sous sa politesse. « On vous a vu dans le cabinet de mon père. On vous verra encore à mes côtés. On en parlera. Je ne prétends pas l'empêcher. Mais je peux décider que cela ne vous détruira pas. » Eleanor aurait voulu répondre quelque chose de tranchant, d'égal, de digne. Au lieu de cela, elle entendit sa propre voix se faire plus douce. « Pourquoi tenez-vous à cela ?» Adrian ne baissa pas les yeux. « Parce qu'après vous avoir mal jugé, je ne veux pas ajouter la lâcheté à l'erreur. » Leur silence dura un instant de trop pour être indifférent. Puis, très loin dans la maison, une cloche sonna l'heure du thé. Eleanor fit un pas en arrière, non par refus, mais pour se retrouver elle-même. « Je n'ai pas besoin d'être traitée comme une dame de vos connaissances, milord. Non, vous avez besoin d'être traitée comme une femme honorable, et c'est ce que je ferai. » Ce n'était pas une promesse de mariage, c'était plus immédiat, plus audacieux, le refus de la laisser seule sous le poids du soupçon. Au même moment, la porte de verre s'ouvrit de nouveau. Lady Cecily se tenait sur le seuil, un petit plateau entre les mains, et derrière elle apparaissait, à peine visible dans l'allée, la silhouette raide de Basil Harrow, qui avait dû venir par le jardin. Lady Cecily regarda son frère, puis Eleanor, puis les fleurs silencieuses, derrière eux. « Je craignais de vous déranger », dit-elle, avec une innocence trop évidente. Basil, lui, avait déjà compris. Son regard se fixa sur la distance trop courte entre le comte et la demoiselle de compagnie, et son sourire revint, mince et mauvais. Eleanor sentit le danger revenir d'un coup, plus précis, plus irréfutable. Adrian, cependant, ne bougea pas. Il se contenta de lever les yeux vers sa sœur, puis vers son cousin, comme un homme qui venait de choisir devant témoin de ne plus reculer. La chambre de la vicomtesse était restée fermée depuis sa mort, comme si personne n'avait voulu troubler la paix des rideaux tirés, des rideaux de mousseline jaunis par les ans, et de la petite table de chevet où brûlait autrefois une bougie presque à toute heure. La lumière du matin entrait à peine entre les persiennes, adoucissant la poussière sur les meubles cirés et les broderies posées en ordre, avec une précision presque pieuse. Éléanor s'arrêta sur le seuil, et Adrian, qui marchait à côté d'elle, ralentit aussitôt. Derrière eux, Lady Cecily suivait en silence, et Mrs. Pritchard ouvrait la marche avec un trousseau de clés qui sonnait faiblement contre sa taille. « Je n'étais pas entrée ici depuis l'enterrement », dit la vieille gouvernante à voix basse. Madame n'aimait pas qu'on dérangeât ses affaires. Eleanor s'approcha du secrétaire laqué de blanc, où la vicomtesse gardait naguère son travail de lettres et de prières. Elle posa la main sur le petit tiroir de gauche, tira sans forcer, puis indiqua du doigt le fond de bois. « Là, milord. » Adrian se pencha. Dans la rainure du fond, presque invisible, quelque chose avait été glissé derrière un panneau mobile. Il introduisit prudemment 2 doigts, fit jouer la planchette et retira un paquet ficelé d'un ruban délavé. Lady Cecily retint son souffle. « Qu'est-ce que c'est ?» Adrian défit le nœud. À l'intérieur se trouvaient 4 lettres et une petite boîte plate de cuir noir. Il ouvrit d'abord la première lettre. Son regard se figea presque aussitôt. Éléanor le vit lire sans parler. Son visage se ferma lentement, mais non de la même manière qu'au premier jour. Ce n'était plus la colère défensive d'un homme surpris. C'était une dure attention qui faisait enfin la différence entre l'erreur et la manœuvre.
De Basile, dit-il simplement. Lady Cecily s'avança. Amer, il lui tendit la feuille. Elle lut les premières lignes, pâlit un peu, puis leva les yeux. Il se dit touché par sa santé. « Continuez, » dit Adrien. Elle relut, plus lentement cette fois. Eleanor, restée près de la fenêtre, apercevait seulement les mots de travers. Assistance, confiance, intérêt pour les comptes, nécessité de régler certaines questions avant qu'il ne soit trop tard. Mais la seconde lettre, qu'Adrien prit, parlait plus clairement encore. Il demandait à voir les papiers du domaine, dit-il. Sa voix était devenue très calme. Il écrivait qu'un homme de sa famille pouvait être d'un grand secours à une veuve fatigante. Mrs. Pritchard serra les lèvres. J'avais dit qu'il s'intéressait un peu trop à la santé de madame pour un cousin si lointain. Adrian passa à la troisième lettre. Celle-ci était plus courte, et le papier, froissé sur un bord, semblait avoir été relu plusieurs fois. Le ton changea légèrement à mesure qu'il avançait. « Il ne me demande pas seulement les affaires de mon père, » murmura-t-il. « Il se propose de veiller sur ma mère, de soulager l'héritier de certaines charges, et de recevoir en échange la confiance nécessaire à la tenue de la maison. » Lady Cecily eut un mouvement d'indignation. Quelle fourbe! Eleanor, qui s'était approchée sans bruit, vit alors la dernière feuille. Ce n'était pas de Basile, mais de la vicomtesse elle-même. L'écriture, plus tremblée, était pourtant très nette. Adrien la lut à voix haute, d'un ton brisé par endroits mais ferme jusqu'au bout. « Si quelque chose m'arrive avant que mon fils ait tout vu de ses propres yeux, ne laissez jamais M. Harrow seul avec mes papiers. Il sourit trop et pose des questions comme un homme qui compte. Miss Vale sait où se trouvent que les choses les plus sûres. Faites-lui confiance avant d'en faire confiance à un homme de son nom. » Le silence qui suivit fut long, pesant et plein de sens. Eleanor sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas un triomphe. C'était une confirmation presque douloureuse. La mort de la vicomtesse avait laissé derrière elle moins un héritage qu'un avertissement. Adrian resta immobile, la feuille à la main. Lorsqu'il releva les yeux, il ne regardait plus seulement les papiers. Il regardait Éléanore, comme s'il comprenait enfin à quel point elle avait été seule à porter cette confiance. « Vous saviez qu'elle craignait Basile, » dit-il doucement. Eleanor inclina la tête. « Elle ne prononçait jamais son nom sans raison, milord. Et vous n'avez rien dit. On ne dit pas une chose pareille au premier homme qui vous traite comme une intruse. » Lady Cecily baissa la tête, mal à l'aise. Même Mrs. Pritchard détourna légèrement les yeux, comme si la phrase les concernait toutes. Adrien prit alors la petite boîte de cuir. À l'intérieur reposait un anneau de sceau ancien, portant les armes de la famille. Et sous le coussin de velours, un minuscule billet plié en 4. Il l'ouvrit d'un geste rapide. Cette fois, il eut un mouvement sec, comme s'il venait de sentir sous ses doigts la morsure d'une preuve trop claire. « Il a tenté de faire venir ici un notaire de son choix, » dit-il. « Il offrait de régler les dettes de mon père si ma mère acceptait de signer une autorisation. » Miss Pritchard poussa un petit souffle. Voilà donc pourquoi il s'intéressait tant au registre. Adrian referma la boîte. Non seulement il savait, mais il avançait depuis des semaines, peut-être des mois. Il se tourna vers Eleanor. Dans la chambre étroite, où la lumière pâle faisait ressortir la blancheur de ses mains, il y avait maintenant entre eux quelque chose de plus ferme que la simple alliance, une reconnaissance, presque une dette. « Vous aviez raison, » dit-il, « sur lui, sur le testament, sur le fait qu'il ne fallait pas vous laisser seul au milieu de ces papiers. » Eleanor sentit malgré elle sa gorge se serrer. Il ne la remerciait pas comme on remercie une dépendante pour un service. Il la plaçait du côté de la vérité. « Je ne voulais pas me tromper, milord. Je ne le vous reproche plus. » La phrase fut brève, mais elle changea l'air de la pièce. Lady Cecily l'aperçut aussi, car elle s'éclaircit la gorge et alla doucement reprendre la première lettre. « Alors, » dit-elle, « nous savons maintenant pourquoi Basile n'aime pas que les documents circulent sans lui. Il a peur qu'on voie ce qu'il a essayé de cacher. »
Adrien hocha la tête, puis il fit quelque chose qu'Eleanor n'attendait pas. Il lui tendit la feuille de la vicomtesse, comme on confie à quelqu'un un objet précieux qu'on ne veut plus tenir seul. Gardez-la, Miss Vale. Je veux qu'elle soit en sûreté jusqu'à ce que Fenwick vienne. Et après cela, nous réglerons cette affaire avec toutes les précautions nécessaires. Elle referma ses doigts sur le papier, consciente de la confiance nouvelle qu'il lui remettait. Au même instant, un bruit de pas s'arrêta net dans le corridor. Quelqu'un venait d'entendre le mot Fenwick. Eleanor leva les yeux vers la porte entr'ouverte, et Adrian, lisant à son tour la menace dans le silence, alla la fermer d'un geste calme. Quand il se retourna, son regard était devenu résolu. « Désormais, dit-il, Basil Harrow ne s'approchera plus seul de cette chambre, ni de vos mains, ni de mes papiers. » Le matin avait un éclat presque gai sur les terres de Renford, et cet excès de lumière rendait la campagne plus vulnérable encore. Le vent secouait les haies, faisait bouger les dernières feuilles des pommiers, et les chemins du domaine s'étiraient sous un ciel clair où passaient des nuages rapides. Adrien avait fait préparer la voiture ouverte pour visiter les cottages des fermiers, au bord de la colline, et Eleanor fut invitée à l'accompagner sans explication supplémentaire. Elle monta pourtant avec lui, non sans remarquer les regards des domestiques sur le perron. Ce n'était plus le même genre de curiosité que celui des premiers jours. Quelque chose s'était déplacé dans la maison. On les voyait partir ensemble, et l'on se demandait déjà pourquoi. Le trajet fut bref, mais assez long pour qu'ils ne puissent rester tout à fait silencieux. Adrien tenait les rênes lui-même, le corps droit malgré la route irrégulière. Eleanor, assise à ses côtés, gardait ses mains soigneusement posées sur son manchon. « Vous n'êtes pas obligé de venir, dit-il après un moment. « Je le sais. Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Elle détourna le regard vers les champs, parce que la vicomtesse disait souvent que le domaine n'appartient pas seulement à la maison. Il jeta un coup d'œil vers elle. Elle parlait comme une femme de très bon sens. Elle en avait, et vous aussi parfois. La pointe était légère, presque amusée. Adrian tourna légèrement la tête, comme s'il retenait un sourire. Ils arrivèrent au premier cottage, une bâtisse basse de pierre couverte de lierre. 2 enfants s'étaient enfuis en voyant la voiture, et une femme en coiffe claire sortit sur le seuil avec un balai à la main. Quand elle reconnut Adrian, elle s'inclina vivement. En voyant Eleanor, elle hésita, puis fit la révérence due à quelqu'un qu'elle ne savait pas où placer. Adrian s'en aperçut. « Mademoiselle Val est avec moi, » dit-il simplement. La femme s'inclina de nouveau, cette fois avec plus de respect. À l'intérieur, il y avait une odeur de soupe, de tourbe et de linge humide. Eleanor remarqua aussitôt un châle rapiécé sur une chaise, un enfant pâle assis près du feu, et une étagère où les tasses ne formaient pas une collection très égale. Elle comprit en un instant que la maison vivait au jour le jour. La fermière parla de la toux de son fils, de la pluie qui avait abîmé le toit, puis de la baisse du loyer d'été. Adrien écoutait sans interrompre, ce qui n'était déjà pas si commun chez les maîtres. Mais ce fut Eleanor qui posa la bonne question. « Vous avez dit que la touze a commencé avant la Saint-Michel. » La femme la regarda avec surprise. « Oui, mademoiselle. » Eleanor s'approcha du petit garçon, observa la couleur de ses joues, le bruit de sa respiration, et demanda d'un ton doux. « A-t-il été pris de froid dans l'étable ?»« Dans le grenier, » répondit la mère. « Il y a de l'humidité partout. » Adrien les regardait toutes les deux. Eleanor ne donnait pas des ordres, elle les écoutait. Et pourtant la femme lui répondait comme si elle avait affaire à quelqu'un qui savait ce que signifiait un toit qui fuit. « Faites chauffer davantage la chambre de l'enfant, » dit Adrien à la mère. Puis, voyant la réserve dans son visage, il ajouta « Et j'enverrai un menuisier avant la fin de la semaine. » La femme eut les larmes aux yeux. « Merci, milord. » Mais c'était Eleanor qu'elle regardait encore en parlant, comme si cette jeune dame avait compris sa peine avant le maître lui-même. Ils visitèrent ensuite 2 autres maisons. Dans l'une, un vieil homme demanda d'un ton bourru
si le nouveau comte comptait rester ou s'en remettre encore à des gens de passage. Adrian répondit avec patience. Dans l'autre, une fillette offrit à Éléanore une pomme tachetée en la prenant peut-être pour une parente plutôt qu'une dame. Éléanore accepta avec un sourire si naturel que l'enfant en parut très fier. Quand ils revinrent vers la route principale, le vent s'était levé. Les rênes claquaient contre la main d'Adrien et les buissons ployaient. Éléanore, qui venait de remettre en place son châle, vit alors 3 hommes, au loin, près de la haie du champ voisin, et reconnut aussitôt Basil Harrow parmi eux. Il ne se promenait pas par hasard. Il observait. Adrien suivit son regard et serra la mâchoire. « Il vous a vu. » « Oui. Et cela me déplaît davantage qu'il ne devrait. » Elle tourna vers lui un visage calme. « Pourquoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. La voiture continua d'avancer lentement sur le chemin bordé d'herbes sèches. Parce que tout ce qu'il voit, il cherche à l'utiliser. Éléanore comprit qu'il parlait moins de la curiosité de Basil que du danger de la rendre visible auprès de lui. Elle sentit, avec une netteté troublante, qu'elle n'était plus seulement sous sa protection. Sa présence elle-même devenait un geste. « Vous n'auriez pas dû m'emmener si cela vous expose, » dit-elle. Adrienne tourna enfin vers elle son regard sombre. « C'était déjà exposé. Je préfère que l'on voie la vérité plutôt qu'une rumeur. » Le mot « vérité » la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se souvint soudain des paroles de la vicomtesse de l'Anneau de Sceaux, du pli gardé dans sa chambre. Cette maison ne tenait plus qu'à des fils invisibles, et Adrien commençait seulement à apprendre lesquels étaient solides. « Vous avez été bon avec ces gens, » dit-elle après un silence. Il eut un souffle bref qui ressemblait presque à un rire. « Vous appelez cela être bon? J'ai promis un menuisier et un toit réparé. » « Vous avez écouté avant de promettre. C'est plus rare. » La voiture ralentit devant le portail. Au moment où il passait, la silhouette de Basil reparut un instant derrière la haie. Cette fois, il ne souriait pas. Il regardait Éléanore avec une fixité trop claire pour être innocente. Adrian le vit aussi. Il fit arrêter la voiture. « Montez à l'intérieur avec Mrs. Pritchard si elle est dans la cour, » dit-il à voix basse. « Pourquoi ?»« Parce qu'il me déplaît qu'il vous regarde comme cela. » Éléanore sentit son souffle se suspendre. Il avait dit cela sans gêne, sans détour, comme un homme qui se défait d'une prudence trop longtemps portée. Avant qu'elle puisse répondre, il tendit la main et l'aida à descendre. La paume qui referma brièvement ses doigts sur les siens n'avait rien d'officiel. C'était un geste simple, mais trop conscient pour être ignoré. Quand elle posa le pied à terre, la décision était déjà prise autour d'eux. Basil Harrow ne les voyait plus comme un maître et une dépendante, mais comme un homme qui commençait à choisir publiquement la femme à ses côtés. Le salon de Lady Ashcombe était rempli d'une lumière pâle et d'un parfum lourd de cire et de thé noir. Les rideaux avaient été tirés à demi contre le froid, et les vitres reflétaient des silhouettes en conversation, des rubans sombres, des gants posés sur des genoux, toute cette politesse de voisinage qui cachait si mal l'appétit de savoir. On avait réuni là quelques dames des environs, un révérend, 2 jeunes femmes qui venaient faire une visite de deuil, et bien sûr Basil Harrow, déjà installé comme s'il eût été le plus naturel des invités. Éléanore se tenait près de Lady Cecily, un peu en retrait, avec le petit plateau de porcelaine entre les mains. Adrienne avait cédé à la demande de sa tante et l'avait accompagnée, mais il demeurait debout près de la fenêtre, parlant peu. Cela n'empêchait pas les regards de glisser vers eux sans cesse. Depuis leur sortie ensemble pour visiter les cottages, les gens ne les observaient plus de la même manière. Il n'y avait pas encore de scandale, mais déjà un thème. Basil, une tasse à la main, s'inclina légèrement lorsque Lady Ashcombe présenta Éléanore à une nouvelle venue, une veuve sèche au chapeau gris. « Ah, mademoiselle Val, » dit-il avec douceur, « toujours près de notre cher comte. Vous avez bien des talents pour attirer la confiance. » Lady Cecily releva aussitôt le menton. « Vous avez bien des talents pour être déplacé sans jamais vous en rendre compte, cousin. » Quelques dames baissèrent les yeux sur leur tasse pour masquer un sourire. Basil ne se laissa pas démonter.
Je ne parle que par intérêt familial. Il est naturel de s'étonner qu'une personne sans fortune ni parenté visible devienne à ce point indispensable. Eleanor sentit le sang lui monter au visage. L'insulte était voilée, mais tout le monde l'entendait. Elle allait répondre quand Lady Ashcombe, qui jusqu'alors observait d'un air prudent, posa sa petite cuillère. Si la fortune faisait l'utilité, monsieur Harrow, nombre de nos salons seraient fort vides de mérite. Le rire discret qui suivit détendit un peu l'air. Mais Basil n'était pas homme à reculer devant une correction mondaine. Il se tourna vers le révérend avec un air faussement innocent. Vous conviendrez, monsieur, qu'il est toujours singulier de voir une jeune femme ainsi mêlée à des papiers d'héritage. La prudence n'est-elle pas une vertu chrétienne? Le révérend, un homme joufflu au visage doux, hésita avant de répondre. Adrian, jusque-là silencieux, posa sa tasse. La prudence, dit-il, consiste aussi à ne pas accuser sans preuve. Basil sourit. Je n'accuse personne, cousin. J'observe seulement. Vous observez trop, dit Adrien. Un calme très net tomba sur le salon. On entendit au loin une porte claquer dans le couloir. Éléanor sentit que quelque chose allait se rompre ou se révéler. Lady Ashcombe, qui n'aimait pas les scènes mais détestait encore davantage les faux airs, se pencha légèrement vers Basil. On dit pourtant, monsieur Harrow, que vous vous êtes récemment informé de l'état des papiers de Renford Hall. Basil eut un sourire poli, une simple démarche de parent prévenant. Chez le sollicitor, demanda Lady Cecily avec une innocence insupportable. Basil se tourna vers elle, légèrement raidi. Je voulais m'assurer qu'aucun oubli malheureux n'eût affecté la succession. Eleanor comprit alors que le sujet n'était plus sa présence dans la maison. C'était le testament, le vrai, le faux, et tout ce que Basil avait tenté de faire avant qu'Adrien ne se méfiât de lui. Le salon entier retenait à peine son souffle. Lady Ashcombe leva les yeux vers Adrien. « Vous permettez à votre cousin de s'informer ainsi ?»« Je lui permets de parler, » dit Adrien, « pas de décider. » Le ton était si ferme que plusieurs personnes baissèrent dans les yeux. Basil, lui, ne perdit pas le sourire, mais ses doigts se resserrèrent sur la tasse. « Vous êtes bien ombrageux, cousin. Cette jeune dame, ajouta-t-il en se tournant vers Eleanor, doit en souffrir. Être ainsi regardée par tout le voisinage. Cela finit toujours par coûter plus cher qu'on ne croit. » Eleanor sentit la honte menacée, cette vieille honte sociale, qui cherchait toujours à lui rappeler sa place. Mais avant qu'elle ne puisse l'avaler une fois de plus, Adrian s'avança d'un pas. « Ne parlez pas d'elle comme d'un marché, Harrow. » Le salon tout entier se figea. Basil releva le menton. Est-ce donc si grave de rappeler qu'une demoiselle de compagnie ne saurait, par sa seule naissance, aspirer à la faveur d'un comte? Lady Cecily poussa un petit cri indigné. La veuve Hayes, au chapeau gris, se pencha vivement vers sa voisine. Le révérend regarda ses gants comme s'il venait subitement de devenir très intéressant. Eleanor sentit le monde autour d'elle basculer d'un demi-pouce. Adrien, lui, ne détourna pas le regard de Basil. Je n'ai jamais dit qu'elle aspirait. Alors à quoi donc la placez-vous si souvent à vos côtés? Le silence qui suivit fut si complet qu'on entendit, dans la pièce voisine, une horloge frapper l'heure. Adrian répondit sans hésiter, à l'endroit où elle a gagné sa place. Ce fut comme une porte qui s'ouvre dans une maison fermée depuis trop longtemps. Lady Cecily tourna aussitôt les yeux vers son frère, avec un mélange d'étonnement et de joie. Lady Ashcombe porta sa main à son verre. Basil, lui, perdit pour la première fois une part visible de son assurance, mais il se ressaisit vite. Vous parlez sous le coup de l'émotion. Je parle sous le coup de la vérité, dit Adrian. Alors Eleanor comprit qu'il venait de faire devant témoin ce qu'il n'avait encore fait qu'en privé. Il l'avait placée hors de la catégorie des servantes, hors de la simple tolérance, tout près de lui-même. Et ce geste, dans un salon de province où chaque sourire avait un prix, pouvait devenir un fardeau. Lady Ashcombe se racla légèrement la gorge. « Eh bien, dit-elle,
Puisque nous sommes tous si soucieux de la vérité, peut-être pourrait-on parler d'autre chose que des jeunes personnes et de leur place. Mais le mal ou le bien était déjà fait. Les regards revenaient vers Éléanore, non plus avec la même condescendance, mais avec une curiosité nouvelle. Certaines dames la jugeaient, d'autres la plaçaient déjà dans une histoire qu'elles n'avaient pas encore comprise. Quand le thé fut enfin terminé et que les invités commencèrent à se lever, Basile s'approcha d'Adrian comme pour un mot discret. Sa voix était basse, mais Éléanore en aperçut assez. « Vous vous rendez ridicule », Adrian ne répondit pas tout de suite. Puis, très calmement, « Non, je me rends seulement honnête. » Éléanore avait déjà pris son châle lorsque Lady Cecily vint glisser à son oreille, un peu essoufflée par l'excitation. « Vous l'avez entendu? Il vous a défendu, devant tout le monde. » Éléanore ne répondit pas. Elle leva les yeux vers Adrian, qui parlait encore avec la tante du comte, droit maître de lui, mais sans cette froideur qui l'avait d'abord rendu presque inaccessible. Ce qu'il venait de dire devant témoins n'était ni une promesse de mariage, ni une déclaration complète. C'était pourtant un tournant plus dangereux encore. À présent, le voisinage savait qu'il ne la laisserait pas tomber. Et cela changeait tout. Le grand salon du matin avait été préparé avec un soin qui ne parvenait pas à cacher l'attention. La lumière entrait en bandes pâles sur les tapis orientaux, les rideaux étaient écartés, et la table basse au centre portait un plateau de thé intact, comme si personne n'osait vraiment boire. Adrian avait fait demander sa tante, Lady Ashcombe, le révérende, Mrs. Pritchard, Monsieur Fenwick, et à la demande insistante de Basil Harrow, ce dernier était venu avec un petit portefeuille de cuir noir à la main. Éléanore comprit aussitôt, en le voyant, que quelque chose devait suivre. Basil avait cette manière de sourire lorsqu'il se croyait enfin armé. Lady Cecily s'était placée près de la cheminée, les bras croisés, trop inquiète pour tenir en place. Adrien demeurait debout devant la fenêtre, la main sur le dossier d'une chaise, et son calme apparent semblait plus dangereux que la colère. Fenwick ouvrit la séance sans détour. Milord a souhaité que l'on examine aujourd'hui certains papiers de la succession. Monsieur Harrow prétend avoir en sa possession une copie utile à la comparaison. Basil s'inclina légèrement. Rien de plus que mon devoir de parent. Il ouvrit le portefeuille et en tira un document plié en deux. Éléanore le reconnut avant même qu'on le déplie. Le papier était ancien, mais la main semblait trop nette, trop uniforme. Son cœur fit un bond. Adrian, à côté de la table, tendit déjà la main. Fenwick prit le feuillet, le regarda, puis le posa avec une prudence sèche. « Ce n'est pas la même main. » Basil eut un sourire presque offensé. « Vous voulez dire ?»« Je veux dire, monsieur, que cette pièce imite un texte antérieur, sans en avoir l'autorité. Le cachet a été reproduit avec adresse, mais pas avec exactitude. » Lady Cecily porta vivement sa main à sa bouche. Une copie fausse. Basil se redressa. « C'est une accusation grave. »« Je ne vous accuse pas encore, » répondit Fenwick. « Je constate seulement que ce document ne peut primer le testament remis à Milord par Mademoiselle Val. » Le mot tomba dans le salon, avec un petit bruit sec qui fit lever plusieurs têtes vers Éléanore. Basil suivit aussitôt ce mouvement. « Puisqu'elle est si au fait des papiers de la famille, dit-il avec une douceur glacée, peut-être pourrait-elle nous expliquer comment ce testament s'est retrouvé entre ses mains avant d'être remis à l'héritier. » La chaleur grimpa au visage d'Éléanore. C'était là le but de la réunion, évidemment. Non pas seulement contester un papier, mais la placer, elle, au centre du soupçon. Elle le comprit à l'instant où le regard de Lady Ashcombe glissa vers elle, prudent mais déjà curieux. Le révérend, lui, baissa les yeux. Une femme sans titre et sans fortune, si près d'un document, pouvait être rendue suspecte en moins d'une minute. Adrian fit un pas. « C'est inutile, Harrow. » Basil tourna lentement la tête vers lui. « Inutile. Vous avez l'intention de fermer les yeux sur cela. Une demoiselle qui garde des papiers, un testament non annoncé et un nouveau document qui paraît soudainement dans ma possession.
soudainement, répéta Adrien. Le cousin leva les épaules. Vous m'obligez à être franc, cousin. Si l'on veut éviter les soupçons, il faut au moins accepter qu'on pose des questions. Fenwick intervint avec une sécheresse professionnelle. Les questions sont permises, les insinuations le sont moins. Basile se tourna alors directement vers Eleanor. « Permettez-moi donc une question claire, mademoiselle. Qui vous a ordonné de prendre le testament ?» Le salon entier se tut. Eleanor sentit une fois encore ce vieux réflexe humiliant, lui ordonner de baisser la tête. C'était exactement ainsi que les hommes de rang parlaient lorsqu'ils pensaient qu'une femme n'avait pas d'autre choix que de rougir. Elle ne le leur donna pas. « Personne ne me l'a ordonné, » répondit-elle. Basile leva les sourcils. « Ainsi donc, vous avez agi seul. »« Oui. »« Et vous prétendez avoir agi par loyauté ?»« Oui. » Le sourire de Basile revint, fin et cruel. « Voilà qui est fort commode. Une action sans témoin, un document retiré, puis une défense de votre honneur par mon cousin en personne. Beaucoup de gens pourraient trouver cela. Préparez. » Lady Cecily fit un pas en avant. « Vous êtes odieux. » Basile l'ignora et continua, toujours en regardant Eleanor. Une jeune femme prudente aurait au moins demandé à être vue par un témoin honorable avant de toucher à un testament. La phrase, jetée avec une politesse soigneusement calculée, avait un seul but, la réduire à l'image d'une intrigante. Eleanor sentit son cœur battre plus vite. Si elle se défendait trop vivement, elle passerait pour insolente. Si elle se taisait, elle semblerait coupable. Le silence se tendit, puis, très calmement, elle dit « Si j'avais voulu me couvrir derrière un témoin, monsieur Harrow, j'aurais choisi un homme de votre humeur. J'ai préféré la confiance d'une femme qui mourait. » Mrs. Pritchard releva brusquement la tête. Lady Ashcombe, pour la première fois, parut véritablement touchée. Basile fit mine de sourire, mais ses doigts se crispèrent sur le portefeuille. « Vous parlez avec esprit. » Cela ne remplace pas une réponse. « Assez, » dit Adrian. Sa voix coupa la pièce comme une lame. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il avait quitté la fenêtre et se tenait maintenant à côté d'Eleanor, si près que sa présence changea immédiatement la température de la salle. « Vous avez entendu sa réponse, Harrow, et vous avez entendu la mienne plusieurs fois déjà. » Basile soutint son regard. « Ce que j'entends, c'est votre goût croissant pour sa défense. »« Non, » dit Adrien. « Ce que vous entendez, c'est que je ne laisserai plus cette femme être traitée comme une suspecte dans ma propre maison. » La phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre contenu. Eleanor en resta immobile. Mrs. Pritchard serra les lèvres avec approbation. Lady Cecily, qui n'avait jamais pu rester longtemps sans espoir, eut un visage soudain radieux. Basile eut un léger rire. « Votre maison, certes, mais la réputation de Mademoiselle Val reste une affaire publique. Si elle a touché au testament, il est parfaitement raisonnable de demander si quelque chose manque encore. » Il posa alors le portefeuille sur la table, ouvrit les doigts et, avec l'air de celui qui s'attend à triompher, ajouta « Il faudrait peut-être vérifier si elle n'a rien gardé sur elle. » Le mot tomba comme une gifle. Eleanor sentit tous les regards glisser vers sa personne. La vieille honte tenta une dernière fois de la saisir par la gorge. Mais avant qu'elle n'eût le temps de bouger, Adrian fit un pas entre elle et Basile. « Non, » dit-il. Il n'avait pas élevé la voix, mais sa fermeté était telle que personne ne songea à le contredire. Il n'y aura ni fouille, ni accusation de théâtre, ni humiliation publique dans cette pièce. Basile resta un instant interdit. « Alors vous refusez d'établir la vérité ?» Adrian tourna légèrement la tête vers Fenwick. « La vérité est déjà établie. Ce papier est faux. Le testament est valable. Et Mademoiselle Val a agi comme la personne la plus prudente de cette maison. » Il se retourna ensuite vers l'assemblée, non plus seulement vers le cousin, mais vers tous les témoins réunis là. Qu'on le comprenne clairement, Miss Eleanor Vale n'est pas une servante qu'on interroge à loisir, ni une voleuse qu'on fouille devant témoin. Elle a gagné ma confiance, et tant que je serai maître ici, elle occupera sa place sous ma protection. Le mot protection resta suspendu dans le salon, comme quelque chose de plus intime qu'il ne devrait l'être.
Éléanore sentit ses mains se fermer lentement. Ce n'était pas une déclaration complète, pas encore. Mais c'était mieux, ou plus dangereux. Devant tous, Adrian venait de tracer une ligne irréversible. Basile pâlit à peine, puis reprit sa douceur trompeuse. « Vous prenez donc ce risque ?» Adrien le regarda sans ciller. « Je le prends. » Et dans ce salon où chacun avait voulu voir Éléanore humiliée, c'était désormais elle qui sortait avec une position nouvelle, visible de tous, non plus tolérée, mais publiquement défendue. Éléanore avait attendu la fin du dîner pour parler, parce que la maison dormait plus légèrement après les repas, et que les domestiques passaient en longues ombres dans les corridors. La pluie de l'après-midi battait les vitres avec régularité, et le feu dans sa petite chambre de l'aile nord n'était plus qu'une braise tranquille. Elle avait posé sur la commode le papier de la vicomtesse, celui qu'Adrien lui avait confié, et longtemps elle était restée debout devant, comme si le simple fait de le regarder pouvait la retenir de ce qu'elle voulait faire. Puis elle avait pris sa décision. Si elle restait, Basile trouverait toujours un moyen de transformer sa présence en soupçon. Si elle s'obstinait à demeurer au centre de la maison, le voisinage finirait par prendre la rumeur pour une vérité. La seule manière de protéger Adrian était de se retirer avant que son nom ne devienne trop lourd à porter. Elle plia donc soigneusement une lettre, l'adresse en haut, l'enveloppe fermée, d'un simple seau de cire. Quelques mots seulement, mais il lui avait fallu 1 heure pour les écrire sans trembler. Quand elle arriva devant le cabinet du comte, la bougie du corridor brûlait bas dans son support de cuivre. Elle leva la main pour frapper, mais la porte s'ouvrit avant qu'elle ait pu toucher le bois. Adrian était là, sans habit de cérémonie, la cravate desserrée, les traits tirés par une journée entière de visiteurs, de comptes et de contrariétés. Il la regarda aussitôt, et son expression changea en voyant la lettre dans sa main. « Entrez », dit-il. Cette fois, ce n'était pas un ordre. Le cabinet était plus sombre qu'à l'habitude. Une seule lampe éclairait la table de travail, où reposaient encore les papiers du domaine. Adrian referma la porte derrière elle, puis s'adossa un instant au battant, comme s'il avait déjà deviné qu'elle n'était pas venue pour une simple question. « Vous avez quelque chose à me dire ?» dit-il. Eleanor tendit la lettre. « Oui, milord. » Il la prit, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. Ses yeux restèrent sur son visage, attentifs, presque inquiets. « Vous tremblez, » dit-il. « Pas autant que vous, » répondit-elle avec un pâle sourire. Il n'eut pas le cœur de se défendre contre cela. Il décacheta la lettre, lut les premières lignes, puis leva vivement les yeux. « Vous voulez quitter Renford Hall ?» La voix était plus basse qu'elle n'aurait dû l'être. Eleanor joignit les mains pour les tenir en place. « Je crois que ce serait plus sage. » « Sage pour qui ? » ?»« Pour vous, pour votre maison. » Il referma la lettre d'un geste net. « Vous appelez cela de la sagesse ? Vous partir après avoir été traqué, soupçonné, et enfin défendu devant tout le voisinage. » Justement, sa voix s'affermit un peu. « J'ai accepté votre protection, milord, et je vous en remercie. Mais chaque jour où je demeure ici donne à M. Harrow une raison nouvelle de me faire dire ce que je ne suis pas. » Adrian s'avança d'un pas. « Vous croyez donc que votre départ fera taire Basile ? Non, mais il l'obligera à se défaire de moi comme d'un prétexte. » Il s'arrêta devant elle, si près qu'elle distingua la fatigue sous ses yeux. La colère, chez lui, n'était pas la première émotion. C'était la retenue. Et cette retenue devenait parfois plus douloureuse à regarder. « Vous vous sacrifiez, » dit-il. « J'essaie d'éviter le pire. Non, vous essayez de m'épargner. » Elle baissa les yeux. « Vous avez déjà bien assez de choses à porter. » Sa voix se fit soudain plus douce. « C'est à moi de décider ce que je peux porter, pas à vous. » Eleanor releva la tête, surprise par la chaleur qui s'était glissée dans sa phrase. Il n'y avait pas de dureté dans ses traits, seulement une inquiétude très contenue, presque désarmée. « Milord. »« Non, laissez-moi finir. » Il prit la lettre entre ses doigts, puis la posa sur la table sans la quitter des yeux. « Depuis le jour où vous êtes sorti de ma chambre avec le seul testament valide,
Vous n'avez cessé d'endurer pour le bien de cette maison. Vous avez supporté mon mépris, puis les questions, puis les regards, puis les insinuations de mon cousin. Et maintenant que j'essaie de vous protéger, vous voulez me quitter, comme si cela ne me regardait pas. Le silence s'épaissit entre eux. Je ne voulais pas vous blesser, murmura-t-elle. Vous ne me blessez pas en parlant, franchement. Vous me blessez en vous effaçant. Cela la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle tenta encore. Une demoiselle de ma position ne peut pas rester éternellement dans une maison où sa présence trouble tout le monde. Votre position, dit-il, avec un sourire sans joie, est devenue le prétexte de tout le monde pour vous traiter comme moins que vous n'êtes. Je ne l'accepte plus. Elle le regarda, le cœur plus rapide maintenant, comme si quelque chose dans sa poitrine s'était mis à reconnaître une vérité plus dangereuse que toutes les autres. Et si votre famille vous presse, je la supporterai. Et si le voisinage parle, qu'il parle. Et si cela vous coûte. Il eut un bref silence, puis répondit avec une simplicité qui la fit trembler. Alors ce sera un prix que j'aurai choisi. Elle resta muette. Dans le corridor, un pas léger s'arrêta et reprit, puis s'éloigna. Le château entier semblait retenir son souffle. Adrien fit enfin un pas de côté, comme pour lui laisser la liberté de partir. Mais ce geste n'avait plus le sens d'un renvoi. C'était une invitation honnête à décider pour elle-même. « Si vous voulez quitter Ranford Hall, dit-il, je ne vous retiendrai pas par la force, mais je vous demande de ne pas partir ce soir, ni demain, avant que nous ayons réglé cela avec justice. » Régler quoi? Il la regarda longtemps avant de répondre. Le fait que je ne veux plus vous voir disparaître dès que la pièce devient trop étroite pour les autres. Eleanor sentit alors tout ce qu'il ne disait pas encore, tout ce qu'il contenait encore par prudence, par rang, par peur de l'instant même. Mais la retenue n'effaçait plus ce qui se formait entre eux. Elle avait vu sa défense devant témoin. Elle avait vu son choix. À présent, elle le voyait lutter pour ne pas aller plus loin. Elle prit la lettre sur la table et la remit dans sa main. « Alors je resterai encore un peu, dit-elle doucement, mais pas pour être un fardeau. » Le regard d'Adrien s'adoucit d'un coup. Jamais. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette chambre, elle comprit qu'il ne la retenait pas par convenance, ni même seulement par reconnaissance. Il la retenait parce que son départ lui serait réellement insupportable. La bibliothèque avait été fermée toute la matinée, et l'on avait fait monter du bois supplémentaire pour le feu, parce que Fenwick tenait à ce que les papiers fussent étalés dans la chaleur et non dans l'humidité. Les hautes fenêtres donnaient sur les pelouses encore grises de givre, et la pièce, d'ordinaire si paisible, semblait aujourd'hui presque judiciaire, tant les sièges avaient été disposés avec soin. Adrian était déjà là lorsqu'Eleanor entra avec Mrs. Pritchard. Sur la table allongée, entre deux rangées de volumes reliés, reposait le testament, les lettres de la vicomtesse, la copie d'auteuse apportée par Basile, et un petit paquet de feuilles jaunies que Fenwick venait d'examiner. Le solliciteur se tenait debout, sec et précis, la loupe à la main. « Voilà, dit-il en levant les yeux, nous avons enfin ce qu'il nous faut. » Lady Cecily, qui n'avait pas voulu manquer la scène, serrait son châle autour de ses épaules, comme si elle eût assisté à quelque événement funeste. Eleanor remarqua aussitôt qu'Adrian n'avait pas quitté la table des yeux depuis son arrivée. Il ne paraissait ni gai ni triomphant, seulement attentif, d'une manière presque fiévreuse. Fenwick prit la première lettre, la souleva du bout des doigts et la plaça à côté de la copie de Basile. « Le papier est semblable, dit-il. La main est imitée, avec adresse, mais voyez ici. » Il désigna le filigrane. Le feuillet prétendu ancien provient d'une réserve achetée il y a 3 ans par un fournisseur de la ville. On n'a pas falsifié la phrase seulement, on a falsifié la période. Lady Cecily se pencha vivement. Donc il a fabriqué le document. Il l'a composé de plusieurs éléments, répondit Fenwick. Une ancienne page, un cachet reproduit, une signature copiée d'après une lettre domestique, et une formule prise sur un brouillon de la vicomtesse. Cela ne suffit pas à faire un testament.
Le silence qui suivit fut si net qu'Éléanore entendit la bûche se fendre dans l'âtre. Adrian joignit les mains derrière le dos. Et la lettre qui manquait. Fenwick tourna une page. Mais j'allais y venir. Nous avons trouvé dans le registre des livraisons de la maison une mention étrange. 2 jours après la mort de la vicomtesse, un paquet de papiers a été demandé pour la chambre du cousin Harrow, sous prétexte de correspondance urgente. Lady Cecily se redressa avec un petit cri de victoire. « J'avais dit qu'il était trop à l'aise dans cette maison !» Eleanor, elle, sentait seulement son souffle se raccourcir. Si le registre existait vraiment, alors Basil n'était plus seulement soupçonné. Il était pris. À ce moment précis, la porte s'ouvrit et Mrs. Pritchard introduisit un homme âgé, voûté mais propre sur lui, le visage rougi par le froid. Eleanor le reconnut à peine avant qu'il ne s'incline. C'était Old Matthews, le valet de pied, qui avait servi le défunt comte pendant près de 30 ans et qui descendait rarement jusqu'aux pièces de réception. Adrian s'avança aussitôt. « Matthews, vous avez dit à Mrs. Pritchard que vous vouliez parler ?» Le vieil homme ôta sa casquette avec des doigts tremblants. « Oui, milord, je ne l'aurais pas fait sans raison. Parlez donc. » Matthews jeta un regard rapide vers Eleanor, puis vers la table couverte de papier. « J'ai vu M. Harrow dans le couloir de la chambre de feu, madame, la nuit où elle est morte. Il sortait avec une feuille pliée dans la main. Quand il m'a aperçu, il l'a rentrée dans sa poche et m'a demandé si le médecin était encore là. Basil n'était pas présent, mais son ombre sembla traverser toute la pièce. « Pourquoi n'avoir rien dit ?» demanda Adrien, la mâchoire serrée. « Parce que je n'étais pas certain de ce que j'avais vu, milord. Et parce que M. Harrow parlait comme un homme qui savait déjà comment les autres l'écouteraient. » Mrs. Pritchard remua légèrement la tête avec un air d'approbation sévère. « Voilà précisément ce que j'ai toujours pensé. » Fenwick inclina la tête vers Matthews. « Avez-vous autre chose à dire ?» Le vieux valet sortit de sa veste un papier replié, si mince qu'on aurait pu le confondre avec un ticket de visite. « J'ai trouvé cela hier dans la doublure d'un ancien manteau de la vicomtesse. Ce n'était pas là par hasard. Quelqu'un l'avait caché pour qu'on le retrouve plus tard. » Eleanor fit un pas malgré elle. Adrian, la voyant bouger, lui céda aussitôt sa place près de la table, comme s'il eût voulu qu'elle voie en premier ce qui allait être révélé. Le billet était court. Une seule phrase, écrite d'une main nette et rapide. « N'autorisez jamais Basil Harrow à approcher mes papiers sans témoin. Il est trop intéressé par ce qui ne lui appartient pas. » Lady Cecily porta les 2 mains à sa poitrine. C'est bien son écriture. Eleanor sentit quelque chose se desserrer douloureusement en elle. La vicomtesse avait vu juste jusqu'au bout. Elle l'avait prévenu. Elle l'avait choisi. Et tout ce qu'Eleanor avait fait depuis la chambre d'Adrian n'était que la suite de cette confiance. Adrian prit le billet, le lut, puis leva les yeux vers elle. Pourquoi ne me l'avoir pas montré plus tôt? La question n'était pas accusatrice, elle l'était presque trop peu. Elle portait ce poids étrange des reproches qu'on se fait à soi-même et qu'on n'arrive pas encore à dire à haute voix. Eleanor répondit avec sa franchise habituelle, mais plus doucement que d'ordinaire. « Parce que votre cousin se tenait déjà entre votre mère et vous. J'ai pensé qu'il fallait d'abord que vous sachiez ce que j'avais sauvé, puis seulement ce que vous deviez encore perdre pour le vaincre. » Adrian ne parla pas tout de suite. Il regarda le billet, la copie fausse, le vrai testament, puis Éléanor elle-même, comme si tout cela lui revenait d'un coup, avec une clarté presque douloureuse. « Vous avez gardé cela pour protéger ma mère, » dit-il. « Et pour vous ?» Le mot resta entre eux. Fenwick referma son dossier avec un petit bruit sec. « En l'état, milord, nous avons assez. Je puis écrire dès aujourd'hui au notaire principal, et je vous conseille de faire venir M. Harrow sans délai. »« Pas seul, » dit Adrian. Le solliciteur acquiesça. « Pas seul. » Un battement de silence passa. Puis Adrian se tourna vers Mrs. Pritchard. « Faites prévenir mon cousin qu'il sera reçu ici après le déjeuner, qu'il apporte la copie qu'il prétendait valable. » La gouvernante opina sans hésiter.
Avec plaisir, milord. Adrian posa alors la main sur le dossier de la chaise d'Eleanor, sans la toucher davantage, mais assez près pour que le geste eût la netteté d'un soutien. Et mademoiselle Val restera ici. Basile n'était toujours pas dans la pièce, mais le changement, lui, était déjà complet. On ne la gardait plus à distance comme une employée trop proche des papiers. On la plaçait au centre de la vérification, là où sa parole comptait autant que celle d'un homme de loi. Lady Cecily eut un sourire éclatant, presque victorieux, tandis que Matthews, soulagé de voir ses doutes entendus, s'inclina de nouveau. Eleanor, elle, ne bougea pas tout de suite. Pour la première fois, elle sentit non seulement la vérité se lever autour d'elle, mais aussi ce qu'elle risquait désormais. Basile allait venir, et cette fois il ne pourrait plus se contenter d'insinuations. La maison entière l'attendrait. Le soir était tombé sur Ranford Hall avec une douceur inhabituelle, comme si la maison elle-même avait fini par se lasser de la lutte. Dans le grand escalier, on n'entendait plus que les pas discrets des domestiques. Et dans les pièces du bas, les lampes avaient été allumées une à une. Eleanor n'avait pas quitté l'aile de la bibliothèque depuis le milieu de l'après-midi. Elle y était restée pour aider Mrs. Pritchard à ranger les papiers, puis seule, quand le silence avait repris possession des rayonnages. Elle se tenait près de la fenêtre ouverte sur le noir du parc, lorsque la porte s'ouvrit sans bruit. Adrien entra, sans redingote cette fois, la cravate relâchée, les traits marqués par une fatigue plus profonde que celle des jours précédents. Il referma derrière lui et resta un instant immobile, comme s'il avait dû rassembler en silence tout ce qu'il voulait dire avant d'oser l'énoncer. Eleanor se retourna. « Vous êtes venu seul, milord. » Il eut un léger mouvement de tête. Basile est parti. Le cœur d'Eleanor fit un bond, puis se calma aussitôt sous le poids de cette phrase. Elle n'eut pas besoin de demander comment. Le changement se lisait dans le visage d'Adrien. Ce n'était plus la tension d'un homme au bord d'une dispute, mais le relâchement difficile de celui qui a enfin parlé et qui attend encore de voir ce que le mot a coûté. « Alors c'est terminé ?» demanda-t-elle doucement. « Pour lui, oui. Pour nous, pas encore. » Elle le regarda plus attentivement. Dans la pénombre de la bibliothèque, la lueur de la lampe de table dessinait sur son visage une courbe moins sévère qu'à l'ordinaire. Il paraissait plus jeune, presque vulnérable, ce qui le rendait étrangement plus dangereux pour le cœur. Adrian avança jusqu'à la cheminée, puis se retourna vers elle. « Je voulais vous trouver, avant que vous ne songiez à vous enfermer dans une décision que je n'aurais pas le droit de vous laisser prendre seule. » Eleanor croisa les mains devant elle. « Vous parlez de mon départ ? Je parle de tout ce que vous avez essayé de porter à ma place. » Elle baissa les yeux. « J'ai seulement voulu vous épargner d'autres commentaires. Et moi, je veux vous épargner de l'idée que votre valeur dépend du bruit qu'autour de vous, les autres consentent à faire. » Cette fois, elle releva la tête. Il y avait dans sa voix quelque chose de plus nu que la tendresse, comme une vérité qu'il ne savait plus contenir sans mal. Adrian. Le simple emploi de son prénom changea l'air entre eux. Il fit un pas vers elle. « Depuis le jour où vous êtes sorti de ma chambre avec le testament de ma mère, j'ai cessé de vous voir comme une personne qu'il fallait surveiller, puis comme une personne qu'il fallait protéger. Et maintenant, je ne sais plus comment vous nommer sans mentir. » Eleanor sentit le sol se dérober un peu sous elle, non de peur, mais d'émotion contenue trop longtemps. « Milord. » Il s'arrêta à une distance respectueuse, mais sa voix s'adoucit encore. « Ne m'appelez pas ainsi, si vous devez me faire croire que je puis vous parler franchement. » Elle inspira. « Très bien. Alors je vous dirai franchement qu'un homme de votre rang ne fait pas ce genre de choses sans conséquence. » Un sourire bref passa sur son visage, sans joie et sans défense. « Je le sais. Et la conséquence ne vous importe donc pas ? Elle m'importe tellement que j'ai passé des nuits entières à la peser. » Il baissa les yeux un instant vers ses mains, puis les releva vers elle. « J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai essayé de me dire que la maison avait besoin de paix, que les langues du voisinage finiraient par se lasser, que vous seriez plus libre si je vous gardais seulement près de moi comme allié. Mais ce serait vous mentir. »
Eleanor ne respirait plus tout à fait. Mentir sur quoi? Il répondit sans détour, et ce fut comme si la pièce entière se taisait pour l'entendre. Sur le fait que je vous veux pour épouse. La phrase fut simple. Elle n'avait rien de théâtral. Justement pour cela, elle lui donna le vertige. Eleanor cligna des yeux, comme si elle avait besoin d'un instant pour comprendre qu'elle ne rêvait pas. Adrian. Il fit encore un pas, assez près pour qu'elle voie la fatigue sous son courage. Je vous demande de m'épouser non parce que vous avez sauvé mes papiers, ni parce que vous avez défié Basile, ni parce que vous êtes la seule personne de cette maison à m'avoir dit la vérité sans flatterie. Je vous demande de m'épouser parce que je vous aime et parce que je ne veux plus inventer de raisons plus acceptables que celle-là. Le silence qui suivit fut profond, mais non vide. Eleanor sentit dans sa poitrine se heurter tout ce qu'elle avait toujours gardé sous contrôle. L'orgueil, la prudence, la peur de croire à quelque chose de trop beau pour sa place. « Vous savez ce que l'on dira » murmura-t-elle enfin. « Oui, que je vous ai attiré dans une faute. Alors qu'ils le disent. Que je veux votre titre. Vous ne le prendrez pas. Vous le supporterez peut-être, ce qui est bien plus difficile. » Malgré elle, un souffle presque rire traversa ses lèvres. Puis son regard se brouilla un peu. « Je n'ai jamais désiré devenir la femme qu'on épouse pour sauver une maison. Je ne vous demanderai pas cela. Je vous demanderai seulement de venir à moi comme vous êtes venu à la vérité, avec courage. » Elle leva les yeux vers lui, et tout ce qu'elle y lut lui fit plus d'effet que la déclaration elle-même. Une constance, une patience, une décision qui ne reculerait plus. « Et si j'acceptais » dit-elle très bas. Le changement dans son visage fut immédiat, presque douloureux de soulagement. « Alors je serais le plus heureux des hommes, et probablement le plus critiqué. Cela ne vous effraie donc pas ?» Il s'approcha encore d'un demi-pas, puis s'arrêta, comme s'il lui laissait le soin de franchir le dernier espace. « Vous m'avez appris à mieux craindre le mensonge que le ridicule. » Eleanor sentit alors toute la force de ce qu'il lui offrait. Non une indulgence, non une retraite douce, mais une place choisie devant le monde. Elle pensa à la vicomtesse, au testament, au regard du salon, au cottage du domaine, à la manière dont il lui avait dit qu'il ne la laisserait plus disparaître dans les coins où les autres la rangeaient. Puis elle pensa à la chaleur de sa main, lorsqu'il l'avait guidée hors de la voiture, à la façon dont il s'était placé devant elle, au soir du salon, comme devant une vérité qu'on ne devait plus frapper. Elle tendit lentement la main. Alors, oui. Le mot sortit si doucement qu'il sembla presque fragile. Mais il changea tout. Adrian prit sa main avec une gravité presque solennelle, puis l'approcha de ses lèvres sans détourner le regard. « Eleanor, dit-il, je vous remercie de me faire l'honneur de me sauver de ma propre lâcheté. » Elle eut un sourire tremblant malgré elle. « C'est une drôle de façon de demander ma main. Je crains d'être trop sincère pour être élégant. Cela vous perdra un jour. Peut-être, mais pas ce soir. » Et dans la bibliothèque silencieuse, où les papiers de la maison reposaient encore sur la table comme des témoins dociles, il lui passa au doigt l'anneau de sceau de la famille, non comme un remplacement de bague, mais comme la première preuve visible que sa parole avait enfin pris corps. Le jour de la lecture finale du testament, Renford Hall avait pris l'allure grave d'une maison qui sait qu'elle va entendre sa propre vérité. Dans la grande salle du matin, les rideaux restaient entr'ouverts sur un ciel pâle. Les feux brûlaient doucement dans les cheminées, et chacun avait été prié d'arriver à l'heure, sans commentaire ni retard. La table où Fenwick étalait les papiers semblait plus longue que d'ordinaire, comme si elle devait contenir à elle seule tout le passé de la maison. Eleanor entra au bras de Lady Cecily, non parce qu'elle avait besoin d'être conduite, mais parce que la jeune lady avait insisté avec cette ardeur vive qui la rendait si difficile à contredire. Adrian l'attendait déjà près du bureau, en habit sombre, mais cette fois sans raideur défensive. Il avait le port d'un homme qui sait qu'il va affronter le monde et qui a décidé de ne pas s'en excuser. Madame Pritchard était présente, droite comme une sentinelle. Le vieux Matthews se tenait près de la porte, respectueux et visiblement soulagé d'avoir enfin parlé. Basil Harrow, lui, avait été invité de façon irréfutable par Fenwick,
et ne pouvait plus reculer sans perdre la face. Il se tenait près de la fenêtre, impeccablement vêtu, le visage fermé par une politesse qui ne trompait plus personne. Le solliciteur se racla la gorge. « Messieurs, dames, nous avons maintenant réuni assez d'éléments pour établir la situation sans équivoque. » Basile eut un sourire mince. « Quelle solennité! J'espère que cela vaut le trouble de m'avoir fait venir. »« Cela le vaut, » répondit Fenwick. Il prit d'abord le testament valide, puis la copie douteuse, puis la lettre de la vicomtesse et le billet retrouvé dans sa doublure. Chacun des papiers fut posé devant lui, avec cette précision qui donnait à la vérité un air presque cérémonieux. Le testament authentique, dicté par la défunte vicomtesse et conservé à la demande expresse de mademoiselle Val, est ici. La copie produite par M. Harrow n'est pas recevable. Le filigrane, la main et la séquence des livraisons prouvent qu'elle a été assemblée après la mort de la vicomtesse, à partir de fragments et de reproductions. Basile eut un petit rire sec. « Vous êtes bien empressé de condamner avant même de m'avoir entendu. »« Au contraire, » répondit Fenwick. « Je vous ai entendu en ville interroger l'étude sur les clauses, puis la chambre de madame sur les papiers. J'ai aussi entendu ceci. » Il leva la main vers Matthews. Le vieux valet avança d'un pas, les yeux fixés sur le tapis. « J'ai vu M. Harrow sortir du couloir de la chambre de la vicomtesse avec une feuille pliée. Et j'ai trouvé, plus tard, le billet où madame lui interdisait l'accès à ses papiers sans témoin. » Basile pâlit à peine, mais ce fut assez pour que tout le monde le voie. Lady Ashcombe, qui avait tenu à être présente, laissa échapper un murmure. Alors il savait. « Oui, madame, » dit Fenwick, et il a néanmoins tenté de s'en prévaloir. Le silence qui suivit n'était plus celui d'un soupçon, c'était celui d'un jugement déjà rendu. Basile redressa le menton. « Vous peignez des intentions, rien de plus. » Adrian fit un pas en avant. Eleanor, près de Lady Cecily, sentit immédiatement la différence. Ce n'était plus seulement le comte ou le maître de maison qui parlait, c'était l'homme qui avait cessé d'accepter la prudence comme excuse. « Vous avez essayé de tromper ma mère, » dit-il. « Vous avez voulu me tenir éloigné de son testament. Vous avez employé les papiers de cette maison comme un outil pour votre ambition. Ce sont des faits. » Basile tourna vers lui, un visage presque incrédule. « Et cette jeune femme ?» demanda-t-il brusquement en désignant Eleanor. « Laissez-moi deviner. Elle a maintenant votre confiance, votre maison, et peut-être davantage encore. » Un léger mouvement parcourut l'assemblée. Lady Cecily se raidit. Mrs. Pritchard fronça les sourcils. Eleanor, elle, ne baissa pas les yeux. Non plus maintenant. Adrian posa la main sur le bureau, puis regarda Basile droit dans les yeux. « Miss Eleanor Vale sera très bientôt ma fiancée. » Le mot tomba avec la netteté d'un seau sur la cire chaude. On entendit le bois craquer dans la cheminée. Lady Cecily porta aussitôt les mains à ses joues avec un éclat de joie qu'elle n'essaya même pas de cacher. Mrs. Pritchard ferma les yeux une seconde, comme pour remercier le ciel de lui avoir enfin donné raison. Lady Ashcombe, surprise d'abord, inclina ensuite très légèrement la tête, ce qui chez elle tenait presque lieu de bénédiction. Basile, lui, resta figé. « Vous osez l'annoncer ici, devant tout le monde ?»« Oui, » dit Adrien. Il n'y avait plus dans sa voix la moindre hésitation. « Et je l'annonce précisément ici pour que personne ne puisse prétendre plus tard que j'ai agi dans l'ombre. Mademoiselle Val n'est pas l'objet d'une indulgence, c'est la femme que j'ai choisie. » Eleanor sentit sa gorge se serrer. Elle ne s'était pas attendue à ce que la vérité soit dite avec autant de calme. Pas devant tous, pas de cette manière. Le salon entier semblait suspendu à sa respiration. Basile comprit alors qu'il n'y avait plus d'appui possible. Il tourna les yeux vers Fenwick, vers Matthews, vers la lettre de la vicomtesse, et il vit ce que chacun voyait déjà. Sa place s'écroulait. « Vous regretterez cette folie, » dit-il d'une voix basse. Adrian ne sia pas. « Non, je regretterai seulement de ne pas l'avoir faite plus tôt. » Ce fut Mrs. Pritchard qui parla la première, après ce silence, d'une voix claire et sèche. « Alors il me semble, Monsieur Harrow,
que vous n'avez plus affaire ici à des gens que l'on peut tromper. » Basile prit son chapeau sans répondre. Personne ne l'arrêta quand il se dirigea vers la porte. Cette fois, il sortit sans sourire. Quand le battant se referma, une étrange légèreté entra dans la pièce, comme si la maison retenait depuis des mois un souffle qu'elle pouvait enfin rendre. Lady Cecily fut la première à courir vers Eleanor. « Oh, vous allez vraiment rester ?» Eleanor eut un rire faible, encore incrédule. « Si Milord le permet. » Adrien, qui s'était avancé à son tour, répondit sans détour. « Je l'exige avec toute la sincérité dont je suis capable. » Lady Ashcombe s'éclaircit la gorge, puis, à la surprise générale, s'approcha d'Eleanor. « Ma chère, dit-elle avec une gravité presque tendre, je pense que vous avez déjà prouvé que cette maison vous doit plus qu'une politesse. » Le vieux Matthews s'inclina discrètement. Mrs. Pritchard essuya une larme qu'elle ne chercha même pas à cacher. Adrian prit alors la main d'Eleanor, non plus furtivement, mais sans crainte des témoins. « Vous voyez, dit-il à voix basse, je n'ai pas attendu d'être seul pour vous choisir. » Elle le regarda, tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, passant dans un seul instant de mémoire vive. « Et moi, répondit-elle avec un sourire tremblant, je n'ai jamais été aussi heureuse d'être regardée par toute une maison. » Il porta sa main à ses lèvres, devant tous, sans se soucier davantage des convenances que de la pluie dehors. Puis, quand il la relâcha, il laissa sa paume rester dans la sienne, et cette simple évidence valait déjà une promesse de foyer, de rang partagé et de paix enfin gagnée.